Voilà. Donc, bonsoir à tous, bienvenue. Donc, on est ici réunis aujourd'hui pour une conférence sur le prix juste producteur. Bon, malheureusement, vu les conditions sanitaires, on a été un peu obligé de s'adapter et de faire ça par visio. On aurait préféré faire ça en présentiel. Mais voilà, on n'a pas trop le choix actuellement. Donc on organise en fait cette visioconférence dans le cadre du cycle de conférences que le Parc naturel du Pays des Collines organise habituellement en janvier. Donc voilà, et on l'organise aussi dans le cadre du projet Foodwapi, qui est un projet financé par l'asso Alfine qui vise au développement des filières en circuit court. Donc voilà, euh, rapidement pour vous présenter un peu le déroulé de la soirée, on va juste, comme on n'est pas beaucoup, faire un petit tour de table. Donc, je vais juste vous demander de vous présenter, dire qui vous êtes, d'où vous venez et pourquoi vous venez à la réunion de ce soir. Donc voilà, je vais commencer. Donc Simon Duquesne, moi je travaille pour le Parc naturel du Pays des Collines et je m'occupe de tout ce qui est diversification agricole. Hervé? Oui, donc bonjour à tous. Donc Hervé Lust, je travaille donc comme Simon au Parc naturel du Pays des Collines et je m'occupe de donc tout ce qui est projet agricole, mais donc hors diversification, puisque c'est Simon qui a ce volet-là. Voilà. Lucie? Oui, bonjour. Donc moi, c'est Lucie Verhelpen. Je travaille aussi au Parc naturel du Pays des Collines et je travaille sur le développement de filières, justement sur le projet Foodwapi, comme Simon vient de le citer. Mathilde? Bonjour à tous, bonsoir plutôt. Donc moi c'est Mathilde Bossut, ça fait 2 mois que j'ai repris le projet Foodwapi. Donc je travaille donc avec les parcs naturels pour le développement des filières et de mon côté dans l'accompagnement au développement et à la création de projets en lien avec le secteur alimentaire. Voilà, d'ailleurs si je peux faire ma petite pub, il y a un parcours d'accompagnement collectif qui commence ici en mars, plus sur ce qui est business model, etc. Donc, si vous ou des gens que vous connaissez êtes intéressés, n'hésitez pas à me contacter, notamment sur la page Foodwapi. Voilà. Merci. Monsieur Méné? Voilà, moi, c'est Mehdi Bernard, donc je travaille au Collège des producteurs, mais je présenterai dans ma présentation ce que c'est, ce qu'on fait en bref. Donc je ne vais pas être beaucoup plus long, mais voilà. Ok, merci. Francis? Oui, bonsoir à tous, c'est Francis Delmay. Postiche, je suis le papa de François, qui lui est agriculteur, puisque moi je suis pensionné. Voilà. Ok, merci. Monsieur Delcoigne? Oui. Pierre Delcoigne, Brasserie des Légendes. Je suis labellisé Juste Prix. Ok, merci. Monsieur Vincent Boisdanguien? Ah, votre micro est coupé. On ne vous entend pas. Non, on ne vous entend toujours pas. Il faut cliquer en bas à gauche de votre écran, si vous voulez bien, pour activer le micro. Ah, voilà. Je pense que c'est en train de s'ouvrir. Voilà, normalement, on doit vous entendre. Ah, non. Je ne sais pas comment ça se fait. Votre micro est ouvert pourtant, mais peut-être mettre un peu de son à l'ordinateur, éventuellement. On ne vous entend pas. Il a un casque, non? Peut-être que son micro est coupé sur son casque. Ah, peut-être. Je ne sais pas si vous avez une possibilité de l'activer ou pas sur votre casque. Il y a un bouton pour le... Non, on ne vous entend pas. Bon,
on va dire que si vous voulez juste en 2 mots nous dire peut-être dans le chat, donc en bas de l'écran, vous avez une petite bulle de discussion où vous pouvez écrire un message. Si l'audio ne fonctionne pas, vous pouvez mettre... Ah, voilà. Réessayez peut-être? Non. Malheureusement, ça ne fonctionne pas. Enfin voilà, si vous pouvez juste en 2 mots nous mettre dans le chat d'où vous venez, pourquoi vous venez à la réunion. Alors ensuite, j'ai quelqu'un qui s'est inscrit sous le nom de BVE. Je ne sais pas qui c'est. Il faut que vous activiez votre micro pour qu'on vous entende. Bon, ça ne marche pas non plus. Pas grave. Monsieur Bernard Rasmont. Si. Ah si, voilà. BVE fonctionne, je pense. Oui. Voilà. Bonjour. Bonjour. Je me suis inscrite simplement parce que nous sommes agriculteurs et nous sommes un petit peu désolés de la destruction de l'agriculture familiale en ce moment. Il y a une pression qui se met ces derniers temps. À cause de la digitalisation, il y a une pression qui se met sur l'agriculture familiale d'une façon très accélérée depuis le Covid, quoi. Voilà. Ok. Et vous pouvez me rappeler votre nom? Brigitte Verbrugge. Ok. Merci. Oui. Voilà. Merci. Monsieur Rasmont. Oui, bonsoir. Donc, je suis agriculteur dans l'entité d'Elzel, plus précisément à Wadec. Et bon, ça pourrait m'intéresser, voir s'il n'y a pas des filières éventuellement qu'on pourrait envisager à l'avenir. Ok, merci. Quelqu'un qui s'est inscrit avec FRWAR. Je ne sais pas qui c'est. Oui, bonjour. Bonjour. François-Xavier Warnitz. Okay. Je suis agriculteur à Velaine et conseiller MAE. Et je produis des légumes, des céréales et de l'huile. Ok, voilà. Merci. Monsieur Rémy. En tout cas, quelqu'un qui s'est inscrit sous le nom de Rémy. Mais il faut activer votre micro. Oui. Est-ce que le micro est activé en tout cas, mais on ne vous entend pas. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous pouvez écrire dans le chat hein, si les micros ne fonctionnent pas. Ça, c'est les inconvénients malheureusement du direct. Bon, en attendant de voir si ça fonctionne, Madame Liliane. Est-ce que Madame Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Voilà, ben, si vous pouvez juste nous dire qui vous êtes, d'où vous venez, pourquoi vous venez à la Réunion. J'habite à la Hamède, à la ferme de Pucemagne. Okay. Je viens à la Réunion, c'est la première réunion en vidéoconférence pour voir un petit peu comment ça va et pour écouter quoi. Ok, merci. Merci. Et Madame Christine. Oui. Oui, bonsoir, bonsoir à tous, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Voilà, ben moi je m'appelle Christine Delcroix, donc je suis agricultrice à Thiolin, à la ferme de la Warre. Donc chez nous c'est une ferme laitière en conversion bio et on a commencé une activité de transformation, fabrication de produits laitiers récemment. Voilà. Oh, ok, merci. Alors ici pour la suite, on va juste très rapidement passer en revue les missions agricoles du parc naturel. Ça va prendre 5 minutes. Et ensuite, on passera la parole à Monsieur Méné qui nous présentera le label et puis au témoignage des producteurs labellisés. Donc je vais... Voilà. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Oui, super.
Donc voilà, on voulait très rapidement vous rappeler un peu les différentes missions agricoles que le parc naturel propose aux agriculteurs. Donc, comme on l'a dit, on est 3 au niveau du pôle agriculture du parc. Et donc, le parc naturel couvre 5 communes, donc les communes de Flobec, Elzel, Mont-de-l'Enclus, Frasnes-les-Anvins, et 3 villages de Hatt, Mainvaux, Houtin et Hostiche. Donc au niveau du pôle développement économique et rural, il y a 2 grands axes, la diversification agricole et l'agriculture pure, avec différents projets. Donc on a Mon voisin l'agriculteur, qui est un projet commun où on travaille tous dessus. Ensuite, spécifiquement en diversification agricole, on a le projet Collinaria, produisons et consommons local. Et puis tout récemment, le projet Foodwapi. Et alors au niveau agricole pur, on a Mon voisin l'agriculteur, plus d'autonomie pour nos fermes et des sols et des eaux protégés. Donc là, vous avez aussi nos coordonnées si jamais vous avez besoin de nous contacter. Voilà, donc en 2 mots, le projet Mon voisin l'agriculteur, c'est un projet qui vise à mettre en relation le citoyen et les agriculteurs. Voilà, simplement pour renforcer les liens entre les deux et apprendre à connaître le monde agricole. Et alors d'autre part, c'est aussi, ce projet a pour objectif de créer des fermes à finalité sociale, donc voilà, qui accueillent un public fragilisé, parfois avec des handicaps légers, etc., au sein des exploitations agricoles. Un deuxième projet, donc, c'est le projet Collinaria. Donc Collinaria, qui est une biennale gourmande qui a lieu tous les 2 ans à Elzel. Alors de base, c'est un festival gourmand où les gens viennent goûter différents plats réalisés par les restaurateurs. Ces plats sont réalisés à base de produits locaux. Évidemment, cette année, avec le Covid, c'est un peu plus particulier. Et donc, on est parti sur un système de box. Donc, en fait, où les gens achètent les recettes, choisissent les recettes qu'ils veulent réaliser. Et le jour de Collinaria, ils viennent rechercher une box qui contient tous les ingrédients locaux pour préparer la recette, avec une fiche recette et un petit tutoriel vidéo réalisé par les chefs. Voilà, pour pouvoir cuisiner eux-mêmes les box chez eux. Voilà, donc il y a aussi en parallèle de ça un petit marché de producteurs et cette année ça aura lieu le 8 mai 2021. Et je fais aussi un peu de pub en disant que les préventes sont ouvertes à partir du 10 mars à 20h sur le site www.collinaria.be. Donc voilà, on fait aussi beaucoup de visites durant l'année. On travaille avec l'IPESDAT, donc l'école d'hôtellerie, justement pour réaliser certaines recettes. Et on organise aussi pas mal de visites chez les producteurs participants. Ensuite, le troisième projet, c'est Produisons et consommons local. Là, on s'occupe notamment de l'organisation des marchés fermiers, qui ont lieu à Elzel et à Anvins, donc les premiers et troisièmes vendredis du mois, de 17 à 20h. Si jamais d'ailleurs il y en a d'entre vous qui sont sur le territoire du parc qui produisent et qui souhaitent intégrer les marchés, il ne faut pas hésiter à nous contacter parce qu'on est en manque de certains types de produits, notamment au niveau fromage, maraîchage et viande. Donc voilà, ça, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Voilà, on organise aussi, on a des rôles de formation au niveau des agriculteurs. On a aussi la Rossi Mobile, donc, qui est, comme vous le voyez ici sur l'écran, une petite roulotte aménagée qui peut servir de stand pour promouvoir les produits locaux et qu'on met à disposition gratuitement des producteurs. Et alors, on édite plein de supports promotionnels, des beach flags, le calendrier, le carnet des producteurs, etc. Voilà, ensuite, pour le volet filière, ça, c'est Lucie. Oui, donc on travaille aussi au développement de filières agricoles. Donc ici, ça concerne uniquement les filières alimentaires, hein. Donc c'est un projet qui est mené sur les 2 parcs naturels, donc celui du Pays des Collines, mais aussi celui des Plaines de l'Escaut. Voilà, on se disait que c'est plus pertinent de travailler sur ce territoire-là pour développer les filières. Et donc, comme Simon l'a dit, le nom du projet, ça s'appelle Foodwapi. C'est le logo bleu rond que vous voyez en bas à droite. Voilà. Et donc, on a sélectionné avec les agriculteurs 2 filières principales, la viande bovine et la filière céréales panifiables. Et donc, voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre. On se réunit plus ou moins 1 fois par mois. Et alors, on a aussi une 3e filière, mais dans une moindre mesure, qui concerne la transformation de surplus de maraîchage. Voilà.
Oui. Donc concrètement, c'est de l'accompagnement plutôt collectif, puisqu'on essaye aussi d'inciter à la coopération des acteurs existants. Mais voilà, après, c'est vraiment en fonction des besoins. Donc, Et de la formation aussi. Enfin, ici, ce qui est ressorti, c'est de la formation. Tout à fait. Hervé? Oui, donc le projet suivant s'intitule Des sols et des eaux protégées. Donc le but, pour faire très résumé de ce projet, c'est de promouvoir en gros une meilleure gestion des sols et des eaux en général, et également du carbone donc présent dans les sols. Donc on essaie d'apporter toute une série de conseils aux agriculteurs, donc notamment en suscitant parfois des discussions. Donc ça peut être là, comme les images le montrent, des conseils par exemple en termes de gestion de matière organique. On peut organiser par exemple une démo de compostage, là, comme la deuxième photo illustre. Également des conseils au niveau donc, des sols, donc essayer de comprendre le fonctionnement d'un sol. On peut donc faire des petites fosses pédologiques ou encore plus simplement avec le télescopique, relever un bloc de sol et essayer de comprendre un peu son fonctionnement. On peut également aussi apporter des conseils sur des techniques qui permettent d'augmenter, je vais dire, rapidement, ou du moins plus rapidement qu'avec un fumier, les taux d'humus dans les sols, notamment via le projet BRF. Donc les photos du milieu illustrent un petit peu ce projet. Et aussi donc des conseils en matière de lutte contre l'érosion. Donc là, on voit les trois photos du bas en partant de la gauche. Illustrent des fascines à paille qui ont été placées. Ici, c'est sur la commune de Frasnes-les-en-Vins. Donc voilà, c'était un peu un accompagnement. Dans ce cas-là, c'est un accompagnement donc aussi bien de l'agriculteur avec la commune, avec des structures de la région wallonne pour arriver à lutter contre un problème qui est commun à tout le monde. Notamment aussi apporter des conseils. Là, avec la dernière image, c'est des interbutes en pommes de terre. Donc, c'est aussi pour essayer de limiter les soucis de coulées boueuses. Ouais, donc peut-être juste avant de parler de cette dia, juste, Simon l'a dit au tout début de séance, un rôle par exemple du parc naturel, c'est aussi d'organiser des séances d'études sur des sujets divers. Donc c'est vrai qu'on a toujours l'habitude de faire ça en début d'année. Donc ces sujets-là, c'est sûr que voilà, nous on essaie de trouver des orateurs, mais l'idéal, c'est que les agriculteurs reviennent vers nous en disant on aimerait bien développer tel ou tel sujet et qu'alors, nous, au niveau du parc, on peut essayer de trouver un orateur compétent dans ces matières-là. Donc, ça peut aussi, si vous avez des idées de sujets de conférences ou autres, n'hésitez pas à revenir vers nous. Par rapport à la DIA ici qui est présentée, également quelque chose qui est d'actualité, je vais dire, au niveau des fermes actuellement, c'est tout ce qui est système de traitement des effluents phytosanitaires. Et là, ça fait déjà plusieurs années qu'au niveau du parc, on essaie d'être un peu un relais vers des structures ou des associations compétentes, dans ce cas-ci c'est Protecto, mais de pouvoir montrer, dire à l'agriculteur, voilà, les limites de tel ou tel système. Donc, dans ce cas-ci, c'était les systèmes de traitement des effluents phyto. Les deux dernières images, c'est voilà qu'on a placé sur le territoire du parc naturel plusieurs pompes à museau. De nouveau, là, le but, c'était de protéger les cours d'eau, éviter que le bétail descende dans les cours d'eau, malgré qu'on sait que les pompes, ça a peut-être certaines limites en période de sécheresse, on admet tout à fait, mais le but, en gros, c'était de dire les cours d'eau, en gros, doivent être clôturés, et nous, on vous prête une pompe en contrepartie. Voilà. Alors après, moi, je travaille également sur plusieurs projets qui sont communs avec le parc naturel des Plaines de l'Escaut. Donc, parce que tout d'abord, voilà, on est voisins, donc on essaie à deux, enfin à plusieurs, on est plus fort. Donc, on touche une plus grande partie de territoire. Donc, le projet s'intitule donc Plus d'autonomie pour nos fermes. Le but de ce projet, c'est vraiment l'organisation de conférences, de visites permettant au développement de l'autonomie fourragère, mais je dirais même de l'autonomie en général d'une exploitation. Donc voilà, on peut par exemple, la première image, là on a fait une sortie sur les métailles.
Donc les métailles, un mélange de graminées et de légumineuses, parce qu'on sait voilà, que les légumineuses permettent de produire des protéines, donc un fourrage qui sera plus équilibré, et donc automatiquement l'agriculteur dans ce cas-là sera moins dépendant, si on prend l'exemple du tourteau de soja, donc sera moins dépendant de l'extérieur. Donc c'est une forme d'autonomie. La deuxième image, c'est une petite formation qui s'est donnée autour de la méthode Opsalim. De nouveau, c'est pour que l'éleveur soit plus autonome dans son troupeau, essayer de voir un peu lui-même les signes que son troupeau lui laisse voir, quoi. Voilà, donc en général, c'est je vais dire une petite dizaine de sorties par an sur des sujets bien spécifiques qui traitent de l'autonomie. Deuxième projet, là, c'est pas moi qui m'en occupe directement, mais c'est nos collègues, donc des collègues à moi, Simon et Lucie. Donc, c'est le projet Aidons nos oiseaux. Là, en gros, c'est quoi? C'est viser l'installation de nichoirs dans les abords des exploitations agricoles. Ici, durant 18 mois, on avait le projet Interreg Athénome, donc qui, en gros, visait à la mise en place de nichoirs à Chouette-Chevêche. Donc là, vous avez les contacts de nos collègues pour les 2 parcs naturels qui s'occupent de ce projet-là. Dernier projet qui est commun aussi avec le parc naturel des Plaines de l'Escaut, qui s'intitule donc Plus de biodiversité dans les exploitations agricoles. Le but de ce projet, c'est de procéder en gros chaque année à des plantations d'arbres. Ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'en tant qu'agriculteur, avant de penser à installer un verger, par exemple, n'hésitez pas à prendre contact avec le parc naturel, aussi bien pour les conseils par rapport aux distances de plantation, par rapport aux variétés, mais surtout aussi si l'un ou l'autre projet est en cours. Par exemple, le projet Arbre en kit vous permettra peut-être d'avoir des fruitiers gratuitement ou à prix réduit. Donc, c'est jamais mauvais de passer un coup de fil au parc naturel pour demander des conseils au moment où vous pensez implanter un verger ou une haie ou un alignement d'arbres. Enfin, voilà. Voilà. Donc voilà, c'était rapidement la petite présentation des projets parcs. Voilà. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous n'en avez pas, on va passer à la présentation du prix juste de Monsieur Méné. Voilà, normalement, vous pouvez repartager votre écran. Alors, si jamais vous avez des questions durant la présentation, n'hésitez pas à les noter dans le chat. Donc, vous avez un petit onglet en bas de votre écran, chat avec une bulle, où vous pouvez saisir les messages et ici, vous pouvez poser vos questions. Et comme ça, M. Méné peut y répondre soit durant sa présentation ou alors à la fin. De toute façon, il y aura un moment d'échange et de questions-réponses. Voilà, je vous laisse la parole. Merci bien, bonsoir à tous. Donc, voilà, je me présente, moi c'est Mehdi Bernard. J'ai axé ma présentation, je vais dire comme ça, en 3 points. Je présente d'abord notre organisation en 2 mots. Puis, j'ai repris un petit peu comme ça, des conseils généralistes par rapport pour montrer un petit peu, évidemment, le contexte en évolue. Ce sont des choses que vous savez déjà, mais je pense que c'est bien de le rappeler. Et puis, je présente un petit peu le label et voir un petit peu comment ça fonctionne, comment vous pouvez vous l'approprier et ce genre de choses. Donc, oui, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à interagir, que ce soit avant ou après. Je suis ouvert à toutes les questions et remarques, il n'y a aucun problème. Donc, pour commencer, voilà, c'est juste ici. Moi, je travaille pour le Collège des producteurs. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, nous, c'est en fait une institution qui fait partie du Code wallon d'agriculture. Et donc, on est vraiment l'interface, on va dire ça comme ça, entre les producteurs, les pouvoirs publics, mais aussi bien l'ensemble du secteur alimentaire et de la distribution. Donc, quelque part, on s'organise comme ceci. On a 44 producteurs. Ce sont 4 producteurs élus par filière. Donc, on est représentatif des 11 filières agricoles. Il y a aussi bien une association, je vais dire la protection de l'environnement, des associations représentatives des citoyens et des consommateurs, aussi bien, comme on l'a vu, les associations responsables de la distribution, de tout ce qui est transformation, je veux dire comme ça, du secteur agroalimentaire, et les syndicats, et aussi la FESEA. Donc, c'est tout ce qui est le réforme agroalimentaire, pardon.
Donc ça, c'est en gros un petit peu ce que chez nous on appelle le collège. Et donc comment ça se passe? Je veux dire comme ça, on fait des réunions aussi thématiques par filière. Et donc en général ou en règle générale, s'il y a des difficultés ou des volontés que les producteurs soit veulent faire remonter les informations au niveau que ce soit des autorités ou ce genre de choses, ben, ils passent par nous. Et c'est comme ça que ça fonctionne. On a, je veux dire, 3 métiers principaux. Donc, le premier, c'est vraiment ce que je viens de dire, c'est vraiment faire valoir les avis des producteurs auprès des autorités publiques. Donc, on est vraiment le relais, je veux dire, principal à ce niveau-là. On a aussi faire valoir les avis des producteurs auprès, pardon, il y a 2 fois, mais c'est relayer l'information des filières. Donc, quelque part, si on remonte en 2014, la création du collège, on avait chacun des conseils de filière qui étaient un petit peu indépendants, on les a rassemblés dans un seul bureau. Et donc, voilà, on a été aussi mandaté pour donner de l'information factuelle sur comment se passent je dirais, les productions chez nous. Donc, on a créé des sites dédiés à ça, que ce soit Célagri et autres, grâce à des cellules de scientifiques pour débattre, par exemple, de toutes les difficultés qui peuvent être, enfin, les difficultés ou les opportunités, ou parfois un petit peu dues aussi aux incompréhensions avec les interactions avec les citoyens. Donc, toutes les questions qu'on peut se poser, ou que les producteurs, si les producteurs veulent des arguments parfois aussi pour répondre à certains citoyens, ce sont des choses que l'on essaie de vulgariser sur ces sites. Donc ça peut être aussi important, hein, que ce soit sur le vélage, enfin la césarienne, le licornage des veaux, ça peut être aussi sur les présences d'OGM dans l'alimentation et autres, hein, j'en passe. Donc ça peut être aussi un outil important. Et le troisième, ben voilà, c'est aussi le développement économique des filières. Donc moi je m'axe plus dans ce travail-là, parce qu'on aide aussi à la création, mais aussi bien par exemple aussi au relancement de certaines filières qui sont un peu éteintes. Je donnerai un exemple tout à l'heure. Donc j'en viens ici vous présenter un peu le prix juste, mais aussi bien tout le contexte qu'il y a autour. Parce que pour moi, parler d'un prix juste, ça fait partie, on est dans un monde et dans un commerce globalisé. Donc, on dépend aussi d'un marché mondial, mais aussi bien il faut prendre en compte le consommateur, un marché également national, mais aussi bien le producteur. Et j'aurais pu aussi rajouter les distributeurs chez nous. Donc, ce sont aussi chaque fois des volets qui ont en interaction, qui ont chaque fois comment je veux dire, une façon de voir les choses qui est parfois bien différente. Et donc, le tout, c'est d'essayer de faire matcher les choses pour que ça se passe au mieux et créer vraiment des filières un peu vertueuses. Donc, ça, c'est vraiment la grosse idée qui se cache derrière le label. Mais je suis tout à fait le premier à dire que c'est loin d'être si simple et ça demande pas mal d'énergie. Mais je vais vous donner des exemples après. Donc, c'était juste ici pour rappeler, hein, voilà, je pense que ici, on parle quand même de production agricole. Donc, on est soumis pour une grande majorité, en tout cas, à, je dirais, un marché qui est mondialisé. Et donc, il y a des impacts que l'on ne maîtrise pas du tout. Mais on doit faire fi de ça aussi, parce que ça fait partie du contexte. Donc, ça, c'est quand même assez important pour moi à tenir compte aussi lorsque l'on parle d'un prix juste. Je reviens juste ici en vitesse. J'ai déjà passé, je pense, OK. Il y a aussi également le contexte national. Hein. Bon, évidemment, on a un pays assez partagé, je veux dire, entre le nord et le sud, si je puis dire, où on voit qu'il y a aussi des difficultés d'ordre, je vais dire comme ça, en termes de disparité d'outils de transformation et ce genre de choses, qui ont aussi un impact notamment sur, la valorisation des filières et le potentiel, je vais dire, de valeur ajoutée créée par nos producteurs. Donc, ça sont quand même des choses aussi qui sont importantes. J'en rajoute ici, puisque je vois les publicités, je peux parler aussi des distributeurs. Hein. On voit que, et pas plus tard qu'encore, il y a 2-3 jours, j'ai encore vu, notamment aussi bien que ce soit des Lidl ou des Jumbo qui s'installent en Belgique, la course au prix bas. Donc, moi, j'essaye de militer et de me battre contre ces communications qui sont toujours en train d'attirer le consommateur en mettant en avant un prix bas au détriment de beaucoup de choses et de toutes les valeurs qui sont derrière. Donc, pour moi, c'est quand même un non-sens. Mais on en arrive à quand même des extrémités, parce que je vois ici, j'avais mis notamment le prix, par exemple, de la viande qui n'a pas bougé. Ici, j'ai pris juste un exemple, qui n'a pas bougé depuis en 20 ans. Et je pense qu'il y a une volonté, évidemment, celui-ci ne bouge pas non plus. Mais ça fait partie aussi des difficultés sur lesquelles on est confronté sur le terrain. Pour moi, il y a aussi, voilà, il faut prendre en compte à la fois les producteurs, parce que quelque part, on travaille avec du vivant, mais aussi avec des cycles assez longs. Si je parle comme ça, je veux dire de la viande bovine, par rapport évidemment à la volaille, il y a quand même des cycles qui sont totalement différents. Donc, toute cette diversité-là doit être prise en compte. Il y a aussi maintenant les diversités de production. Je parle du bio, du conventionnel, enfin, je veux dire comme ça, du raisonné, mais aussi bien l'agriculture de conservation et autres. Ce sont chaque fois
des modalités à prendre en compte, mais aussi bien en termes de coûts, qui sont aussi différentes. Et pour moi, c'est pour ça que j'ai mis ce slide-là, il y a aussi une éducation à faire au niveau du consommateur, enfin, pardon, du producteur et des éleveurs et autres. J'entends par là qu'il ne faut pas avoir peur de réclamer, évidemment c'est facile à dire, hein, mais je vais vous dire, on va rentrer un peu plus dans les détails après, il ne faut pas avoir peur de réclamer un prix juste pour les produits que vous faites. Parce que moi, dans toutes mes visites, et c'est pas si simple que ça, mais juste pour donner un exemple, je me rappellerai, je pense, toute ma vie, j'étais une personne voilà, qui faisait du beurre en bio. Et quand on voit le travail, évidemment, que ça demande, et Dieu sait que, voilà, je veux dire, je travaille en ferme aussi, j'ai une exploitation ici à côté, donc je sais ce que c'est que de transformer du beurre et autres. Et quand on voit que ces gens-là vendent du beurre bio à 8 euros, mais qu'on se lève à 4 heures du matin pour faire les marchés, qu'on a une camionnette pour, etc., ils ne gagnent strictement rien. Donc, je pense qu'il faut aussi être fier de ce qu'on fait et il ne faut pas avoir peur aussi de justifier un prix. Et c'est notamment aussi pour ça qu'on a voulu mettre ce label-là en avant, parce que c'est un des gros freins, je pense, aussi du producteur, c'est qu'il se met à la place du consommateur pour fixer son prix. Et là, pour moi, on a aussi un gros problème. Donc ça, j'en reviendrai plus tard après, mais je pense que c'est important de le souligner maintenant. Alors pour moi, il y a aussi le consommateur, hein, donc il y a aussi toute une éducation à faire au niveau des consommateurs, à savoir en lui donnant de l'information évidemment juste, mais aussi bien, voilà, malheureusement ou pas, on remarque que le consommateur a quand même voilà, de plus en plus accès à de l'information, est assez changeant dans ses choix et a une évolution beaucoup plus rapide que, je veux dire comme ça, le secteur agricole, dans ses attentes peut-être. Et ça, il y a souvent encore un décalage entre les deux qu'il faut essayer de combler. Et que ce n'est pas si simple parce que ça se fait au travers de la communication. Et en général, c'est rarement le producteur qui gère je veux dire comme ça, la communication, mais ce sont plutôt les gros distributeurs et autres. Donc pour moi, là, il y a aussi des choses à régler. Donc ça, c'est ce que je voulais plus ou moins dire pour le comportement. Et des choix, mais ça, j'en parlerai après, qui sont parfois aussi difficiles à comprendre, surtout peut-être en termes, en parlant de la production. J'entends par là que même si nous, on a fait des études, je présenterai juste les chiffres un petit peu par après, consommateurs par rapport à le prix, au consentement à payer plus, ce genre de choses, autant ils partagent évidemment toutes les valeurs qui sont liées à la rémunération des producteurs et, je veux dire comme ça, à développer une agriculture plus durable dans le sens large. Mais on voit que dans les faits, il y a encore quand même, une fois qu'on a un produit à côté de l'autre dans un magasin, l'acte d'achat est encore un peu différent. Alors on essaie de comprendre pourquoi. Bon, évidemment, il y a des catégories qui peuvent se le permettre, d'autres pas. Ça, on en est également conscient. C'est pour ça qu'on a fait, j'en viens à une étude consommateur. Juste pour donner ici des grandes lignes, c'était une étude qui voulait déterminer un petit peu le consentement à payer, mais aussi bien avoir un petit peu la connaissance qu'avait le consommateur sur le prix. Donc, on a relevé des choses qui sont intéressantes. Je pense que c'est pas mal peut-être aussi de se rendre compte qu'il y a des gens qui sont sensibles à cette problématique. Et je pense qu'avec les crises qu'on a connues, aussi bien pour le lait, qui a fait quand même pas mal de débats et qu'on a mis quand même pas mal de choses en avant. Et je pense que voilà, ça, dans les médias, notamment en France, on voit ces derniers jours où il y a eu beaucoup de documentaires pour parler aussi de cette détresse, je vais dire, du monde agricole. Je ne dis pas que c'est un axe qu'il faut tout le temps, je vais dire, mettre en avant non plus. Il ne faut pas être, je veux dire comme ça, larmoyant vis-à-vis de la communication tout le temps, mais il faut quand même essayer de faire passer les messages. Et je pense que c'est aussi des choses qui aussi commencent à bouger. Mais je reviens juste ici au résultat de l'enquête consommateur. Donc on voit que près d'une personne sur deux, donc les responsables d'achat, évidemment, ne connaissent pas spontanément le prix d'achat des produits. Alors, évidemment, ce serait possible de le mettre en plein écran? Oui. Ah, voilà, super. Merci. Mais par contre, ici, ici, je ne vois que je n'ai qu'une partie d'hier. Mais... Il y a peut-être un effet dedans qui... Oui, c'est peut-être ça, en fait. Hein, je vais essayer de faire. Parce que ici, j'ai la barre. C'est mieux pour vous? Oui, c'est plus lisible. Ok. Super, merci.
Donc voilà, évidemment, on n'a que 40% des répondants. Donc on a fait cette étude sur 1500 personnes en Wallonie et Bruxelles, de tout âge, avec les responsables de chaque. Donc 40% de ceux-ci pensent que les producteurs devraient idéalement toucher 40% du prix final de vente. Donc on se rend compte qu'il y a une déconnexion à ce niveau-là, parce que de toute façon, plus les produits sont transformés, évidemment, plus la part qui revient à l'éleveur est faible, et voire même très très faible. Donc, quelque part, moi, mon boulot à l'heure actuelle, c'est vraiment de me battre pour des scènes pour les producteurs, et c'est vraiment là-dessus. Donc, c'est quand même parfois, je ne vais pas dire aberrant, mais c'est parfois, ça pose quand même question de dire que je travaille vraiment pour essayer de récupérer quelques cents à gauche à droite pour la mettre dans le poche des producteurs. 75% des consommateurs pensent que les producteurs sont mal rémunérés, donc c'est quand même un message qui passe et qui est passé au niveau des consommateurs, ce qui n'est quand même pas inintéressant. Et donc, quelque part, il y a une certaine, comment je vais dire, propension, je vais dire, des consommateurs à prendre en question ou prendre en compte ces différentes questions. Alors, on avait également demandé, bon voilà, s'il y avait un intérêt pour mettre un label en place. Donc, on voit que 9 personnes sur 10 étaient prêtes pour. Mais je vais reparler un petit peu après des labels juste après. Chose intéressante aussi, c'est que 48 à 60% des consommateurs sont prêts à payer plus cher. Donc, 21% le sont quand même à caisse reçue, donc ce qui est quand même pas rien du tout en termes de proportion ou de masse, en tout cas, en termes de consommateurs. Et on voit que les consommateurs, donc, qui sont prêts à payer plus cher, sont prêts à donner 7% du prix final en plus si celui-ci va directement dans la poche du producteur. Donc, il faut savoir que ça, si je pense le producteur touchait vraiment réellement ces 7% en plus du prix final, il serait ravi sur son prix. Et donc, voilà, je pense que c'est juste pour démontrer qu'il y a pour moi une tendance, mais bon, ça reste encore très limité à l'heure actuelle, je suis le premier à le dire, hein, je ne suis pas là pour vendre des choses, je connais et je vois assez bien comment c'est les difficultés sur le terrain et je négocie assez avec les distributeurs pour savoir que c'est compliqué. Mais il y a quand même une certaine attente, en tout cas des consommateurs à ce niveau-là. Et pour vous donner aussi qu'il y a des choses qui bougent, vous connaissez tous, je suppose, l'enseigne Leclerc en France. Ben, eux, ils ont carrément, et évidemment, hein, je ne compare pas le consommateur français et belge, mais c'est juste pour dire qu'ils ont fait une étude carrément dans leur magasin au niveau des consommateurs pour vraiment essayer de voir l'importance qui était accordée dans l'acte d'achat par rapport au prix qui était payé au producteur. Et on a eu des contacts avec eux pour développer un outil similaire par rapport au sein de leur magasin. Donc, il y a des choses qui bougent. Et voilà, peut-être que si ça peut faire évoluer certaines choses, c'est pas plus mal. Maintenant, voilà, je ne suis pas en train de vendre du rêve, loin de là. Hein. Je peux ici quelqu'un qui a les pieds sur terre et je sais que c'est pas simple. Mais ici, c'est juste différents constats et donc vous êtes bien, comment je vais dire, vous avez bien connaissance de ça. Donc, quelque part, voilà, en 2018, on voit le revenu de l'éleveur, c'est de 6 208 € par an. Pour le revenu donc voilà, d'un éleveur qui possède évidemment voilà, des cultures, ben, c'est un mixte entre les deux. Et l'éleveur laitier, cette année-là, ben, il s'en sortait mieux avec 16 000 €. Et j'ai juste mis la balance pour comparer un peu. Hein. Donc la moyenne du salaire du citoyen wallon, on est à 17 280 pour la même année, en sachant très bien que voilà, bon, les heures prestées ne sont pas du tout les mêmes. Alors ici, j'en reviens à des choses plus concrètes. Donc ici, c'est un travail que l'on a fait dans le secteur de la viande. Je pense que c'est intéressant de vous le montrer parce que ça nous a pris plus d'1 an et demi de travail, je pense, pour à la fois voir toutes les données, à savoir, calculer le coût de production, parce que quelque part, c'est le nerf de la guerre du label. Ça passe par là. Et donc, on a voulu calculer le coût de production en élevage. Et donc, on a scindé la partie, je vais dire comme ça, élevage et donc naissage du veau, etc. et la partie engraissement. Donc ici, je reprends un petit peu, hein, donc c'est vraiment les coûts, mais bon, voilà, c'est juste un exemple tiré sur un groupement de producteurs existants qui existe et dans lequel on a passé donc plus d'1 an à étudier les différents coûts. Donc on voit un peu hein, actuellement, avec le prix du marché, bon, c'était quand on a fait l'étude, donc ce serait un petit peu actualisé ici, je ne l'ai pas fait, mais juste pour voir, on a un résultat net par vache de 9 €. Donc au niveau en termes de rentabilité, donc pour l'éleveur, donc c'est en gros pour expliquer un petit peu comment ça se passe. Au niveau du taurillon, on a une perte de 145 € au moment où on a pris les prix de marché à ce moment-là. C'est juste pour dire que c'est un secteur qui a cruellement besoin. On a fait 4 scénarios que l'on a voulu prendre en compte. J'entends par là, ben voilà, vous avez les différents scénarios. Je ne vais peut-être pas tous les reprendre pour ne pas être trop long. Mais quelque part, on voulait s'intéresser à un scénario où le producteur touchait au moins une rémunération autour de 15 € de l'heure
et qui prenait au minimum un amortissement du matériel de 50% ou un amortissement des bâtiments de 25%. Il faut savoir, c'est pour ça que je présentais aussi le contexte à la fois du marché et autres. Voilà, il faut rester réaliste aussi. Moi, je serais le premier à me battre pour que les producteurs, évidemment, payent au minimum 15 € de l'heure et encore. Hein. Ici, on vise un chef d'entreprise, donc quelque part, là, au niveau de la rémunération horaire, on est bien en delà de ce qu'il faudrait. Mais déjà, intégrer l'amortissement, etc., mais alors on arrive à des prix hors marché, et je vais dire comme ça, qui est totalement déraisonnable, je veux dire, dans la pensée actuelle de nos distributeurs. Donc, on a voulu s'intéresser au moins au scénario B2 et B3, mais c'est juste pour vous montrer à quoi on peut arriver. Donc, je ne viens pas ici dans les détails de coût d'usage, mais ici, ça m'intéresse. C'est juste pour voir un petit peu en fonction des différents scénarios. Et le surcoût, parce qu'on a ici calculé, pardon, je passe du coq à l'âne, mais on a aussi calculé tous les coûts concernant tous les morceaux de viande issus de la carcasse, donc des 19 ou des 20 morceaux de viande qu'on a tiré de la carcasse. Et ici, c'est portion barquette, parce qu'on voulait savoir quel était le surcoût que le consommateur voulait payer, si on voulait payer un prix, je dirais juste, hein, entre la situation B1 ou B2, pardon, je pense, donc vraiment les cas intermédiaires, ben, on constate et on sait que voilà, on consomme maintenant, à l'heure actuelle, un peu moins de 10 kg de viande, de bœuf, je pense, par an. Et donc, ramener ça dans les portions de 300 grammes, on voit qu'on demanderait au consommateur de payer 20 € par an pour payer un prix décent au producteur. Bon, pour moi, ça ne me semble vraiment pas exagéré. Donc, voilà, on est vraiment sur des choses, comme je disais tout à l'heure, on est vraiment sur... je me bats au quotidien pour essayer d'aller chercher des cents, mais c'est vraiment ça. Donc, moi, je trouve que payer 20 € plus cher par an pour avoir de la viande de qualité de chez nous et qu'on paye décemment un producteur, ça ne me semble pas cher payé. Mais l'idée est d'encore faire son chemin, parce que nous, ça fait maintenant 2 ans qu'on travaille. Ici, je donne juste un exemple, mais avec cette filière-là, et ça fait déjà 3 fois qu'on change d'acheteur au niveau des grandes distributions pour essayer de passer ça, pardon. Donc c'est très compliqué. Et malheureusement, les freins, on ne les maîtrise pas et on est souvent mis au pied du mur par des gros distributeurs. Maintenant, est-ce que c'est un canal à prioriser ou pas? Ça, c'est un autre choix, mais j'en parlerai après aussi. Je trouve que voilà, j'ai remis ça aussi. Je pense que ici sont des valeurs en 2019, parce qu'on parle de labels, et voilà, on dit maintenant il y a tout et n'importe quoi peut-être au niveau des labels. Mais je veux juste aussi, pour moi, c'est aussi important de dire ici, qui dit label dit ça fait vendre. Il faut savoir qu'il y a des gens dans le marketing, c'est pour ça que j'ai mis ici, c'est vraiment une notion typiquement marketing, en termes de développement de label, pourquoi on le fait. Et parfois, il y a des gens qui payent une fortune pour créer juste un logo, mettre un label et avoir un fond qui est totalement creux. Mais ça marche de mettre quelque chose, une figurine, enfin, je veux dire comme ça, un logo sur un produit, ça fonctionne. Et donc, on voit que les gens sont demandeurs à ce niveau-là aussi. Et donc, je peux parler, par exemple, il y a eu un article hier, je pense, sur le fameux logo belge, du drapeau belge sur les produits. Ce n'est pas pour ça que ça signifie que du contraire, c'est produit ici, que l'origine de l'animal ou de la viande vient de Belgique. C'est juste que ça a été emballé ou que la dernière, transformation d'emballage a été faite chez nous. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour tromper le consommateur et il faut être vigilant à ça. Mais les labels servent malheureusement peut-être un peu trop à ça. Il y a une volonté de légiférer aussi les labels qui est en train de se faire. Donc, pour les vrais labels et ce genre de choses. Donc, voilà, c'était juste un petit peu ici, peut-être, pour vous montrer un petit peu l'importance peut-être de durabilité, mais aussi bien peut-être la durabilité qui est prise dans l'acte d'achat au niveau des consommateurs. Donc, voilà, après, je peux vous envoyer la présentation si vous le désirez. Mais il y a peut-être des éléments à prendre en compte. Donc, ici, j'en reviens pas, c'est sur la genèse du label. Donc, voilà, c'est quelque chose qu'on a commencé en 2016. Où là, on a vraiment, quelque part, fait un benchmarking Europe de tout ce qui se faisait, de tous les initiatives qui amélioraient le revenu des producteurs. Donc ici, j'en viens plus à parler du label. Et on s'est rapproché également du commerce équitable, parce qu'on a vu qu'il y avait une colonne vertébrale de toutes ces initiatives et qui reprenait un petit peu les mêmes valeurs. On a fait un condensé de tous les éléments qui nous paraissaient importants à prendre en compte lorsque l'on parle de relations commerciales équitables. Donc voilà, on a aussi, en 2018, fait le lien avec les cahiers publics, relations publiques, etc. Mais ça, je n'en parlerai pas ici, mais ce sont des choses qu'on essaie de mettre en place aussi.
Et évidemment, comme tout label, c'est quelque chose qui se veut être contrôlé. Donc, chose importante ici, nous, ce qu'on a mis en place, c'est vraiment un nouveau label qui permet de notifier les produits, donc qui offre une rémunération équitable aux producteurs. Donc, voilà, évidemment, ça existe, et on parle beaucoup d'équitable nord-sud, mais on a vraiment aussi le besoin de soutenir nos productions ici dans Nord-Nord. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu mettre ça en avant. Et nous, on veut que ce label, je vais présenter un peu les critères, mais l'important, c'est vraiment de disposer des coûts de production ou de les calculer et de voir vraiment qu'il y a une plus-value vis-à-vis de ce produit et une valeur ajoutée au final lorsque l'on a déterminé le prix de vente. Alors, c'est un label que l'on met à disposition des producteurs qui disposent d'un numéro de producteur. Pourquoi ? On ne souhaite pas que ce soit les magasins, évidemment, qui, et Dieu sait s'ils sont intéressés par je vais dire comme d'habitude, par la valeur à communiquer. Et donc, on souhaite que ce soit vraiment, que ça reste aux mains des producteurs et que ceux-ci aient leur mot à dire là-dessus. Donc ça, c'est important. Un magasin peut mettre en avant le label, mais ça, on a une convention séparée. Ça, j'en parlerai un petit peu après aussi. Et voilà, évidemment, qui dit label dit un cahier des charges qui reprend, bon, ici, je vais reprendre un petit peu les critères. Je ne vais pas tous peut-être les parcourir. Bon, on a les 3 ou 4 premiers critères. Sont en fait des critères plus liés à la gouvernance, parce que quelque part, on essaye aussi que les producteurs soient groupés entre eux. C'est beaucoup plus facile pour notamment parler d'un prix, mais aussi bien, on a aussi plus de poids en termes de volume et autres, donc ça facilite beaucoup de choses. Maintenant, on sait qu'il y a aussi des difficultés en Wallonie pour arriver à ce genre de choses, mais il y a des groupements qui se font, des coopératives, donc voilà, il y a des choses qui peuvent se passer. C'est à la fois pour le circuit court et le circuit long. Donc, ce n'est pas uniquement pour je veux dire, le producteur qui ferait la transformation et diversification sur sa ferme, mais voilà, M. Delcoigne en témoignera peut-être tout à l'heure aussi. Donc, il y a vraiment des accès, on vise aussi sur les accès, voilà, si on parle d'un groupe, mais pour moi, c'est aussi important que la gouvernance au sein de ce groupe soit aussi, comment je vais dire, équitable ou démocratique en termes de prise de décision et autres. Il faut aussi que les producteurs soient représentés dans cette gouvernance dans les prises de décision. Alors, quelque part, on veut aussi qu'il y ait un partage comment je vais dire, des risques, entre, que ce soit au niveau des producteurs, mais aussi bien aussi des acteurs de filière. Je pense qu'il est important de considérer que ce soit les aléas climatiques, mais les autres problèmes que peut y avoir au niveau de la production. Ce sont des choses qui doivent aussi être prises en compte lorsque, pour moi, on parle d'un prix juste. Pour moi, on parle aussi de politique tarifaire. Là, j'en viens aussi soit à une notion de groupe, mais aussi bien quand ce sont des producteurs individuels, j'attire vraiment leur attention là-dessus. Si je prends par exemple des producteurs individuels qui sont distants de 5 km, qui vendent également du beurre, si j'en ai un qui les vend à 8 € et l'autre à 10, 11, 12, j'en ai un qui essaye de porter le marché vers le haut, et ce n'est pas pour ça qu'ils volent le consommateur, hein, entendons-nous bien, loin de là, et j'en ai un qui le tire vers le bas et qui joue peut-être plus sur le volume. Mais clairement, celui qui le vend à 8 €, pour moi, il sacrifie le marché de tous les producteurs qui sont autour, et donc pour moi, c'est un gros problème. C'est la même chose en termes de groupe. Par exemple, voilà, on a la chance ou la malchance, tout dépend comment on le voit, d'avoir à l'heure actuelle que 2 groupements dans la filière porc, par exemple, ils sont concurrents sur les mêmes marchés. Pour moi, il faut aussi gérer ces concurrences. C'est un point pour moi cruellement important dans la recherche de valeur ajoutée. Alors évidemment, j'en parlais, hein, donc les prix se définissent au travers des coûts de production, donc là c'est le gros travail qu'il y a derrière à faire. Il y a aussi, voilà, quand on parle de débouchés, qu'on veut mettre un projet en avant, la notion de qualité à prendre en compte. Est-ce qu'il y a des cahiers des charges ou pas derrière? Mais pour moi, qui dit cahier des charges dit surcoût pour le producteur, donc ce sont aussi des éléments intégrés. Délai de paiement court, pour moi, les producteurs ne doivent plus faire la banque, je vais dire comme ça, et des paiements à 2 ou 3 mois, même si on a des filières, des longues filières, et on parle des céréales, et donc entre le moment où on implante la récolte et par exemple où on va la transformer, il va s'écouler peut-être 1 an, mais je pense qu'il y a peut-être des modalités de paiement à mettre, je vais dire, en place pour ne pas attendre évidemment la transformation des céréales pour que le producteur soit payé. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à mettre, c'est quand même assez contraignant pour les filières existantes en tout cas. On parle aussi des notions de contrat, parce que moi, je pense que c'est important, et surtout dans certaines filières, protéger les acteurs, mais aussi bien, et je sais que parfois le monde agricole est parfois aussi réticent en contrat, mais il y a des secteurs pour lesquels c'est une habitude, mais il y en a d'autres ou moins. Je
Je pense que c'est aussi important de pouvoir mettre sur la table les éléments d'un contrat, que ce soit en termes de quantité et qualité. Il faut que chaque acteur de la filière soit responsabilisé sur ce qu'il doit faire. Et quelque part, c'est comme ça qu'on va aussi aboutir à un prix. Traçabilité, bon, après le reste, c'est comme tous les labels, évidemment, la traçabilité. Très important, parce que nous, on veut vraiment s'assurer que voilà, ce sont des produits des producteurs qui se retrouvent évidemment dans le packaging final, s'il y a plusieurs, je vais dire comme ça, intermédiaires ou dans la filière. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des contrôles. Et on veut aussi qu'il y ait au minimum 80%, même s'ils sont des produits préparés et transformés, qu'il y ait au moins 80% des produits, enfin, je veux dire, dans le produit final, il faut au moins qu'il y ait 80% des produits de matière issue de la ferme. Donc ça, c'est très contraignant pour les produits transformés. Mais voilà, je veux dire comme ça, si je compare par rapport au commerce équitable, un produit commerce équitable peut s'appeler équitable s'il n'y a que 10%, je vais dire, de produits qui est équitable dans la recette. Donc moi, ça ne me paraît pas assez quand on veut soutenir notre production. Donc nous, on est passé à 80%. Donc l'origine des produits, ben voilà, c'est vraiment lié aux producteurs. On a également la durée de l'engagement et tout ce qui est côté l'indépendance des producteurs, parce qu'on est, je vais dire comme ça, il y a, et je pense que ça sera malheureusement peut-être de plus en plus, mais tout ce qui est l'indépendance des producteurs vis-à-vis de je vais dire comme ça, l'organisation verticale des filières. Donc voilà, je peux penser à Colruyt qui achète des terres et qui va placer des producteurs. Ce sont des choses que là, on ne souhaite pas du tout et on fait très attention à ça. Et il y a des filières qui sont déjà organisées comme ça, la filière volaille, porc, sont quand même déjà très intégrés. Donc, ce sont quand même des systèmes que l'on veut faire attention. Donc ici, ben voilà, je reviens juste sur le label. Donc c'est juste pour vous donner aussi des exemples. Donc ça fait, je vais dire, on a commencé, je pense, les labellisations fin 2017, si je ne dis pas de bêtises. On est à plus de maintenant 150 produits. On a quand même pas mal de bières. Donc on est passé, je pense, entre 70 et 75 bières qui sont aussi labellisées avec évidemment de l'orge locale. Donc c'est aussi une filière qu'on a relancée parce qu'on n'en produisait plus. Mais il y a aussi ces difficultés, hein, parce qu'ici on va tomber à court malheureusement d'orge. Donc il y a eu pas mal de déclassements cette année-ci, donc c'est pas si facile que ça, mais ce sont des choses quand même qui sont intéressantes. Donc on paye évidemment, je dirais, un prix plus cher au niveau du producteur, mais M. Delcoigne pourra certainement témoigner par après. Donc voilà, on a aussi, comme je dis, des exploitations qui sont tournées en circuit court, où on a aussi des coopératives, donc où des producteurs se regroupent à 10, 12 ou autres pour évidemment attaquer d'autres marchés. Et donc voilà, je dirais maintenant, oui, le label, on est un peu plus, oui, je n'ai plus fait les comptes, mais on est au-delà de 14 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc c'est pas mal. Hein. Bon, on a un objectif de toute façon qui veut se développer. Malheureusement, un point négatif, c'est que pour l'instant, je suis encore tout seul à travailler là-dessus. J'espère qu'on va pouvoir engager quelqu'un cette année-ci. Parce que voilà, c'est un travail assez titanesque entre, conscientiser, je veux dire ça comme ça, le producteur, deux, travail au niveau du consommateur et tout ce qui est aussi de la com, mais aussi bien la relation avec les distributeurs, trouver des débouchés aussi pour les gens qui sont labellisés, c'est pas évident, et la communication tout autour du label. Et puis, outre nos métiers, on essaye de valoriser aussi ça au travers des marchés publics, au travers tout nos travail au niveau aussi bien de la promotion et autres. Hein, je veux dire, on essaye de mettre tout ça aussi en avant, mais c'est pas si simple. Donc c'est assez large comme thématique et il y a de quoi faire quand on parle d'un prix juste. Alors concrètement, comment faire pour avoir le label? Ben, c'est assez simple. En fait, il y a un formulaire je dis comme ça, de demande d'adhésion au niveau du label qu'on peut me demander ou qui est disponible sur le site. C'est prixjuste.be, je vous mettrai le lien après si ça vous intéresse. Et donc, ça me revient directement. Là, vous décrivez brièvement la filière et autres. En général, je prends contact avec vous pour savoir un petit peu, oui, définir un peu la filière, peut-être aussi une idée de volume, travailler évidemment sur les coûts de production. Une fois que, évidemment, l'exploitation répond aux différents cahiers des charges, je vous transfère une convention. Je parlais de la convention tout à l'heure, c'est important parce que c'est un élément qui nous permet de contrôler, je vais dire, à la fois la communication, mais aussi bien qui vous permet de donner accès au logo et à l'utilisation de celui-ci. Donc, ce sont quand même là, et qui, évidemment, c'est tout sous couvert de la confidentialité. Donc là, c'est aussi des éléments qui sont importants et qui font partie de la convention. Donc, on ne partage strictement rien et on ne parle pas de tout ça à personne.
ça reste vraiment entre nous. Mais parce que parfois, on échange évidemment des choses qui sont assez évidemment privées. Mais je pense que voilà, c'est pour faire avancer les choses. Et je pense que depuis qu'on le fait, ben, tant mieux. Je pense qu'en 2 ans, on n'a peut-être jamais autant parlé d'un prix juste. On se fait entendre et on essaie de faire notre place. Bon, c'est long. Hein, je ne suis pas le Messie et je ne vous offre pas demain, je ne peux pas vous dire qu'on va avoir des filières bovines et autres et des tonnages en céréales conséquents qui seront payés au prix juste. On a des filières qui se dessinent, des gros moulins qui sont intéressés. Maintenant, voilà, plus pour moi les acteurs sont gros, plus c'est jamais évident parfois aussi à mettre ça en place. Il y a d'autres freins. Et donc, voilà, je vais peut-être m'arrêter ici, peut-être pour essayer de répondre à des questions s'il y en avait. Et donc, en gros, voilà comment ça se passe sur la labellisation. Donc, une fois que la convention est signée, je vous envoie le logo, etc. et autres. Et nous, en retour, ben, on met aussi également tous vos produits en avant. On essaye de, allez, que ce soit aussi bien les réseaux sociaux, etc. On a une personne en interne qui s'occupe de notre communication. Donc, ça peut aussi donner un boost. Et là, jusqu'ici, on est assez bien suivi parce qu'on a de très bons retours des producteurs qui ont été labellisés. Comme quoi, une fois qu'on booste une communication sur Internet, etc., ils ont vraiment des bons retours au niveau des consommateurs. Donc, ça peut être aussi un point intéressant. Donc, voilà, ici, ici c'est juste pour quelques personnes qui sont labellisées. Vous pouvez aller voir tous les sites sur le site, ils sont tous présents également. Voilà, si vous voulez mes coordonnées ou si vous voulez plus d'informations, il ne faut pas hésiter à me contacter pour expliquer ou autre, si vous avez même une idée ou un développement, ou même que ce soit au travers, que ce soit légal ou autre, si vous travaillez sur des filières, ben, pourquoi pas aussi se mettre en commun sur différentes choses. Je pense qu'on peut être de bons leviers à ce niveau-là aussi, il ne faut pas hésiter. Donc voilà, je pense qu'il est important, et je n'en reviens pas là-dessus, parce que ce sont aussi toutes des choses sur lesquelles on travaille. Mais il y a aussi, pour moi, il faut aussi donner envie aux jeunes de pouvoir reprendre les exploitations. Parce qu'on sait que voilà, d'ici 10 ans, on va perdre, je pense, près de entre 3500 et 3700 producteurs. Et donc, quid de la relève, hein, on sait qu'il y a 900 jeunes qui seraient prêts à reprendre maintenant, mais quid des autres. Donc voilà, je pense que cette durabilité économique peut aussi être un levier à ce niveau-là. Et c'est aussi pour ça qu'on œuvre au travers de ce label. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, parce que moi, je n'ai pas accès au chat là-dessus. Je vais essayer de quitter. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport, mais je vais d'abord quitter le partage peut-être pour voir s'il y a des questions. Voilà. Merci. Il n'y a pas de questions, mais il ne faut pas hésiter. Merci beaucoup, en tout cas, pour la présentation. Et si les participants ont des questions, c'est le moment, c'est l'instant. Il faut juste activer votre micro parce que les micros de tout le monde sont coupés. Alors, je ne sais pas si vous avez le mien maintenant. On vous entend. Je ne sais pas qui parle, mais on vous entend. Vincent Bondanguin. Ah, ok, on vous entend. Oui, voilà. Ben, moi, je suis éleveur et ouais, je suis sur la zone d'Elzel, Modec. Éleveur de blanc-bleu, veau-pie et de porc. Alors, ce que monsieur vient de dire, c'est très bien, je n'ai rien à dire là-dessus. Mais moi, je travaille avec une firme en intégration. Et toutes les normes qu'il a dites, on doit les respecter aussi. Donc, je ne dis pas les porcs sont peut-être pas les mêmes, quoique c'est une plus des grosses firmes de Belgique. C'est sûr que ce n'est pas vendu à Wallonie, enfin, peut-être pas, peut-être que oui, mais on a des normes, c'est incroyable. Enfin, voilà, je ne sais pas si monsieur peut me répondre là-dessus. Mais je pense que, oui, je pense de savoir de qui vous parlez, mais bon, je ne peux pas tout dévoiler ici parce qu'il y a encore des choses qui sont encore voilà, confidentielles et qui sont en train de se faire. On travaille, en fait, je ne l'aurais jamais cru, mais il y a des grosses, je vais dire comme ça, acteurs, que ce soit dans le domaine du porc, je veux dire que ce soit même dans le côté Flandre, au côté Wallon, qui sont intéressés par faire quelque chose. Nous, ça fait, je ne vous cache pas, hein, ça fait 2 ans qu'on travaille dans le secteur du porc aussi, donc on a fait tout le calcul de production. Et maintenant, on s'est fait, comment je veux dire, avec la crise et les fluctuations de prix, on s'était mis d'accord sur un prix juste. Mais voilà, ça reste
malheureusement, la grosse difficulté, c'est qu'on tombe sur des gens, allez, je veux dire, ça fonctionne encore de manière opportuniste en termes de distribution. J'entends par là que voilà, ils jouent peut-être sur l'effet et sur la communication. Mais il faut tomber sur des personnes qui sont, comment je veux dire, qui sont sensibles au message, ça c'est déjà une chose, qui le comprennent et qui veulent le mettre en avant. Mais ici, on est sur des acteurs internationaux ici. Parce que, voilà, et c'est très très compliqué. Autant on s'était mis d'accord parce que voilà, on a passé 2 ans en termes de négociation sur un prix, ils étaient prêts à le payer. Maintenant, avec le prix de la crise, comme le prix du porc avait bien diminué, évidemment, ils ne voulaient plus payer ce prix-là. Donc c'est là que c'est très compliqué. Pour moi, il y a une possibilité et il y a une demande, en tout cas, de certains acteurs, peut-être pas tous, mais en tout cas, s'il y a pour moi des gros comme ça qui veulent bouger, je pense qu'à terme, il va peut-être aussi faire un effet boule de neige. Mais il faut déjà, arriver à aboutir avec ces gros-là, ce qui n'est vraiment pas évident, parce qu'ils sont toujours dans cette optique d'avoir un marché, de cantonner leur prix par rapport au marché actuel. Et là, pour moi, c'est un gros problème. Il faut essayer de leur faire passer le message. Maintenant, je n'ai pas encore, on n'a pas la clé, on n'a pas les mots magiques pour leur faire changer comme ça. On sait que c'est difficile, ça demande énormément de temps et d'énergie. Je vous dis, nous, ça fait 2 ans qu'on est dessus. J'ai pas de recette miracle, on essaye. Je pense que si on arrivait à en faire bouger 1 ou 2, on parle aussi, Love Info, pour ne pas le citer non plus. On a aussi des projets avec eux, ça se passe pas si mal, mais ça demande énormément de temps, énormément. Et plus pour moi, justement, les acteurs sont gros, et parfois même à l'international, c'est très très compliqué. Déjà, parce que on a une multitude de personnes à qui rendre compte, et eux-mêmes doivent faire valider X personnes. Et Dieu sait si on arrive même une fois à finaliser 2 ou 3 fois le contrat, on a signé 2 fois, mais ça risque de s'arrêter à un dernier moment. Mais ça, ce sont des choses qu'on ne maîtrise pas, malheureusement. On ne peut qu'être patient et essayer d'un côté, d'essayer de convaincre le consommateur de vouloir, des produits, équitables, d'en trouver dans les magasins. On peut essayer de demander, parce que aussi je travaille, je pense que on a découvert aussi tout ça. Pour moi, il y a le monde de la grande distribution. J'entends par là les maisons mères, que ce soit Delhaize et autres, Carrefour et autres, mais aussi il y a pour moi le monde des franchisés, qui pour moi ne demande qu'une chose, c'est aussi de se démarquer de la grande distribution. Donc pour moi, c'est aussi un canal ultra important sur lequel je vais certainement travailler beaucoup avec le stand ici. Parce qu'eux ont un poids à jouer aussi et peuvent aussi sortir sur pas mal de choses au niveau de la centrale. Donc, c'est clair et net que je ne vais pas vous apporter une réponse. Pour moi, je constate qu'il y a des choses qui bougent. Ça, c'est sûr et certain. Et il y a un engouement pour essayer de mettre ce genre de produits en avant, même dans des magasins. Mais maintenant, c'est une affaire de personnes et malheureusement, un acheteur reste un acheteur. Je pense que, tant ils sortent de grandes écoles dans lesquelles ils ont été formatés sur une façon d'acheter. Maintenant, on essaye progressivement de leur faire voir les choses autrement, mais ça ne se fera pas en 1 an, ça ne se fait pas en 6 mois. Ça, par contre, là, je ne saurais rien faire d'autre et pas aller plus vite. Et encore, jusqu'ici, pour moi, on manque cruellement de main-d'œuvre associée à ça, parce que pour l'instant, je suis tout seul à m'occuper du label. Donc, on essaie de trouver aussi des moyens pour engager. Mais je pense que malheureusement, on est aussi limité avec ça. Mais moi, ça fait partie de moi et je l'ai dans mes tripes. Et après, malheureusement, si j'étais tout seul à décider, ce serait déjà fait depuis longtemps. Ouais. Je vais corriger juste une petite affaire. Je pense qu'il y a presque 30 ans, quand j'ai commencé à être agriculteur, à Elzel, les chefins de l'agriculture de ce temps-là avait fait venir, mais je ne sais plus son nom, l'acheteur de Carrefour. Et on avait fait donc une manifestation parce que le prix de la viande diminuait, les fermiers se plaignaient. Donc on avait manifesté. Et il avait fait venir monsieur, je ne sais plus comment, l'acheteur de Carrefour. Et il dit, mais écoutez, mettez ce que vous voulez. Dans les rayons, vous mettez du bœuf blanc-bleu ou autre, origine belge, je vais dire 10 €, à ce moment-là c'était en francs, et vous mettez du bœuf hormoné à côté, à 5 €, la maman qui n'a pas d'argent, elle va prendre le bœuf hormoné à 5 €, parce qu'elle s'est acheté 2 kilos plutôt qu'un. Et ça m'est toujours resté dans l'idée. Je veux bien, il y a plein de trucs qui vont comme ça, mais il y a toujours l'économie qui va derrière. Mais tout à fait d'accord. C'est pour ça que je présentais un peu le contexte au départ, aussi bien
Non, j'ai compris. On reste dans un marché libéralisé, on reste dans un marché là-dessus. C'est bien ce que je dis, on n'a pas d'emprise à l'heure actuelle pour modifier le marché. Enfin, je veux dire, on n'est pas assez conséquent, on n'est pas assez même organisé en termes de producteurs que pour pouvoir se battre comme face à des géants comme ça. Je pense que là-dessus, malheureusement, on n'a pas ce pouvoir. On ne les contraint pas assez. Il y en a beaucoup maintenant, enfin voilà, qui vont se retrancher peut-être derrière. Maintenant, il y a aussi les nouvelles pratiques déloyales qui vont aussi passer au niveau de la distribution. Ouais, est-ce que ça va changer quelque chose ou est-ce qu'ils vont les contrôler aussi vite? J'en sais rien, mais ça peut être un plus comme ça peut être un coup dans l'eau aussi. Pour l'instant, ce sont toutes des choses sur lesquelles on ne maîtrise pas. Donc, là-dessus, pour l'instant, je consacre mon énergie par rapport à des personnes qui sont comment je veux dire, qui sont réactives, enfin pas des réactives, mais qui ressentent ce message et qui peuvent le mettre en avant et transposer au niveau de leur enseigne ou autre. Parce que les autres, je veux dire, je pense qu'il y a peut-être aussi un souci générationnel, il y a beaucoup de choses à rentrer en compte. Et voilà, je pense qu'il faut que la masse bouge aussi. Je pense que c'est quelque chose de... C'est comme le bio, c'est comme le commerce équitable. Je pense que ça fait 50 ans qu'on parle du commerce équitable. Quand on a commencé à faire un bruit de fond, ben voilà, c'est toute la masse qui commence à bouger, qui commence à prendre des vols, mais ça prend énormément de temps. Et quand on parle d'un prix juste, je veux dire, il y a clairement, enfin, je veux dire, voilà, si vous êtes dans la viande, le niveau, je dis comme ça, comment ça se passe les abattoirs, clairement, il y a, je veux dire comme ça, je le dis platement, mais je sais, voilà, c'est un peu mafieux aussi, et c'est fait pour aussi. Enfin, je veux dire, ils n'ont pas spécialement intérêt à changer à l'heure actuelle. Donc, il faut pas se leurrer. Il y a toute cette mainmise là sur des lobbies qui sont assez puissants aussi, il ne faut pas se cacher. Donc, on est dans ce milieu-là. Moi, j'essaie pour l'instant de naviguer pour essayer de trouver des personnes qui pourraient changer les choses, mais c'est pas si simple que ça. Et en général, les lobbies reviennent vite aussi et on les reprend vite si ça gêne. Donc voilà, c'est clair, je suis le premier à le dire. Hein, pour moi, le label prix juste, c'est pas une réponse adéquate, c'est pas parfait. Mais si on arrive en tout cas à faire bouger des lignes et en tout cas à conscientiser certaines personnes à bouger, ce sera déjà pas mal. Et ça, je suis d'accord avec. On a quand même des filières qui commencent à bouger. Et si on arrive, voilà, je dis, j'ai même, j'étais le premier étonné, on a eu Danis, pour ne pas le citer, Emport aussi. Enfin, voilà, je pense qu'on a beaucoup de demandes. Maintenant, à voir si ces grands-là vont pouvoir s'adapter au label aussi et comment ils vont l'utiliser. Ben moi, je suis avec eux et je vous jure qu'ils le font. Ah ben, j'ai des contrats signés, j'ai tout, j'ai intérêt à respecter tout ce que je dois faire, des contrôles tout le temps. Oui, mais dans ce sens-là, c'est toujours, c'est malheureusement... C'est toujours du Certus, du Méritus, enfin, tout est sous contrat, tout est labellisé. Ben, maintenant, bon, forcément, c'est pas évident, mais voilà, ils le font. Ah oui, mais j'entends bien. Honnêtement, ils le font. Et c'est là aussi, hein, pour moi, c'est le double tranchant pour moi des cahiers des charges. Il faut vraiment, ce qu'il y a, c'est que, voilà, moi je suis le premier à le dire, hein, dans tous les cahiers des charges qu'on a fait, même au niveau de la région wallonne, je vais dire ça comme ça, on n'a vraiment pas trop pensé à l'aspect économique. Hein. Je vais dire, je prends même voilà, le bleu des prix, le cahier des charges initial. Je vais dire comme ça, quand on voit la plus-value accordée à la carcasse, ça n'a rien que déjà l'aliment, il passe déjà dedans. Donc, pour moi, c'est vraiment le double tranchant des cahiers des charges, c'est que plus on ajoute une ligne à un cahier des charges, plus ça a un surcoût au niveau du producteur. Et ça, en général, on n'est pas prêt à le payer à l'heure actuelle. Et le consommateur, ça, il ne s'en rend pas toujours compte. Enfin, voilà. Ben, je suis conscient des difficultés, hein, mais pour moi, c'est pareil dans beaucoup de filières. Et malheureusement, c'est comme je dis, il faut... Allez, ici, on a la chance peut-être d'avoir M. Delcon, qui est pour moi déjà une belle entreprise et je pense qu'il faut aussi féliciter les gens qui c'est sûr. Qui veulent aller de l'avant et qui sont prêts à partager ces valeurs-là. Mais c'est clair que, et je suis le premier à le dire, hein, pour l'instant, les tonnages qui sont encore assez faibles, des filières qui sont... Mais notre enjeu, c'est aussi de développer tout ça. Mais ça prend beaucoup de temps et tant qu'on reste dans des filières qui sont assez cadenassées au niveau, avec une vision commerciale qui est purement basée sur un prix, et je vous dis, hein, pour moi, la communication des enseignes, ça tue tout. Hein. Et Dieu sait pourtant comme ils sont ancrés là-dedans, mais parler d'un prix le plus bas au consommateur, c'est déjà pour moi dire que l'alimentation n'a aucune valeur. Hein. Donc, déjà, il faudrait déjà pouvoir travailler là-dessus avant de commencer tout à fait. toute autre chose.
Ok. Ben, je vais laisser la parole aux autres, je pense. Et si vous voulez, on peut se rencontrer quand vous voulez. C'est gentil, mais je prends note. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions? Non? Ok. Bah alors, s'il n'y a plus d'autres questions pour l'instant, on va passer aux deux témoignages. Donc, on a Monsieur Delcoigne et Monsieur Feutry, qui sont tous les deux labellisés Prix Juste, et voilà, qui ont accepté de venir un peu témoigner de leur expérience. Voilà, bah, je vous laisse présenter peut-être Monsieur Delcoigne. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Vous m'entendez bien avec le casque comme ça? Oui, oui. Super. Voilà, donc le Juste Prix, nous sommes labellisés il n'y a pas très longtemps. On s'est labellisé principalement pour soutenir aussi le Juste Prix, parce que nous croyons à ça. Ça fait partie de l'ADN de notre entreprise. Nous aimons les circuits courts, le développement durable, le respect de l'environnement. Donc, chaque fois qu'on fait un investissement, on le fait dans ce sens-là. Et donc, pour nous, assez rapidement, donc nous avons lancé notre brasserie en 2000 et il nous a fallu 3 ou 4 ans de réflexion. Et puis, le déclic, ça a été en 2004, lorsque un groupe de Bourguignons était venu visiter la brasserie. Et puis, ils m'avaient dit, tiens, ils m'ont demandé d'où venait notre orge. Et à l'époque, je travaillais avec la malterie du Château à Belleuil et principalement l'orge des malteries belges provient principalement de l'étranger. Dans le cas de la malterie, c'était principalement de Champagne et de France. Et donc, lorsque j'expliquais ça, évidemment, aux Bourguignons, ils ne comprenaient pas très bien. Ils disaient alors finalement, votre bière, c'est une bière française, quoi, parce qu'ils venaient avec leur réflexion sur le cépage, sur les vignes, et ils disent, nous, quand on fait un Bourgogne, le raisin vient de Bourgogne. Et ils avaient raison. Hein. Alors, je les ai rassurés, j'aurais dit que dans la bière, il y avait 90% d'eau et que les 90%, ils venaient en dessous de la brasserie. Donc, c'était quand même de l'eau belge, quoi. Mais c'est clair qu'à ce moment-là, on s'est dit que comme mon père était agriculteur, qu'on avait une ferme à 25 km de la brasserie, on s'est dit, tout compte fait, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas planter de l'orge de brasserie. Donc, on a fait la décision en 2004. Donc, 2005, je pense qu'on a planté notre orge. On a fait plein d'essais, on a travaillé avec des 2 rangs de printemps et puis à un moment donné, après on est parti en du 2 rangs d'hiver parce que c'était mieux adapté. On a des sols argilo-limoneux et donc on n'a pas toujours la possibilité de planter des céréales au printemps et donc on préférait la sécurité et planter au mois d'octobre, c'était quand même beaucoup plus facile. On a planté correctement l'orge. Et donc, on a calculé aussi le coût à nous à l'époque, parce qu'à un moment donné, finalement, j'achetais l'orge peut-être de la ferme, peut-être que ça restait en famille, mais à un moment donné, on voulait que ça soit évidemment rentable pour la ferme. Et donc, dès le départ, en fait, on a payé l'orge à un prix juste déjà en 2005. Donc, au début, avec 20 tonnes, 30 tonnes d'orge, on avait assez pour produire une année de bière pour notre brasserie. Entre-temps, la brasserie a grandi. On a repris la brasserie d'Elzel en 2000, fin 2006. Et donc, au fur et à mesure, au moment où je vous parle, actuellement, on ne va pas compter 2020 parce que c'est une année qui ne compte pas. Mais en 2019, on avait besoin de 600 tonnes d'orge brassicole. Donc, c'était aux alentours de 80 hectares à 90 hectares qu'on a besoin en orge. Et on travaille principalement en 50% en 2 rangs d'hiver et 50% en 2 rangs de printemps. Alors, le 2 rangs de printemps, on négocie, enfin, quand je dis on négocie, on achète à un prix juste aussi à Agridiscount, qui finance des agriculteurs de la région de Hatt et Mons en planète. Et les 2 rangs d'hiver, en fait, là, je travaille avec 2 autres fermiers voisins de notre ferme qui plantent pour nous. Et donc là, nous réalisons le stockage nous-mêmes. Donc, il faut savoir qu'on doit stocker l'orge pendant 4 à 6 mois avant de l'envoyer à la malterie de Belleuil pour faire la germination et fabriquer le malt, en fait. Et donc, ça fait quelques années, donc ça fait 15, 16, 17 ans que nous plantons de l'orge de brasserie. On a toujours bien réussi. Alors, il faut savoir que nous sommes une brasserie en bière spéciale.
Et donc, on n'est pas difficile, on n'est pas aussi strict au niveau des cahiers des charges que les industriels en bière. Et donc, nous, on accepte les années climatiques qui peuvent dévoir. Tant que ça ne pose pas un problème qualitatif au niveau de la bière, nous acceptons l'orge. Et donc, on a des années où l'orge est à 12% de protéines ou 12,5%. Ouais, ce n'est pas un souci. On est une bonne brasserie, on est une bonne équipe et on sait travailler avec des orges un peu plus riches en protéines. D'ailleurs, ça fait des meilleures mousses, ça fait des bières plus qualitatives et plus présentables. Il faut simplement savoir comment travailler cette orge. C'est plus difficile. Et donc, c'est ça que souvent les industriels, ils ne cherchent pas la complication, hein. C'est pour ça qu'il y a des cahiers des charges, hein. C'est pour rester dans des tolérances qui fait que leurs machines, ils ne doivent plus les régler et ils peuvent travailler plus facilement. Et donc, les fermiers localement dans ma région, ben, on le paye à 250 € de la tonne du 2 rangs d'hiver. Alors, il faut savoir que le 2 rangs d'hiver, au niveau du tonnage, c'est quand même beaucoup plus intéressant, évidemment, que le 2 rangs de printemps. On fait en général facilement 1 à 2 tonnes en plus l'hectare. Et notre orge, enfin, en tout cas sur notre ferme, le 2 rangs d'hiver qu'on utilise, qui est le salamandre, c'est un orge qu'on ne traite pas. Donc, on fait juste un traitement, un petit herbicide avant l'hiver, et puis c'est tout. Donc, on ne voit pas trop les traînées de pulvérisation. On ne fait pas de fongicides, on ne fait pas de pesticides, pas d'insecticides. Ce n'est pas nécessaire. C'est une variété qui résiste très bien aux maladies. Alors, on me dit chaque fois que j'ai de la chance parce que le climat est bon, parce que le printemps est sec. Mais bon, ça fait plus de 10 ans qu'on ne traite plus nos orges de brasserie et ça fait 10 ans qu'on n'a jamais vu le fusarium dedans et qu'on n'a jamais eu de problème. On ne fait même pas de raccourcisseur. On n'a pas eu spécialement de verse. En général, il se casse à mi-tige lorsque vraiment il va commencer à verser, mais tant que l'épi, tant que le champ n'est pas couché, ça ne pose pas de problème. Donc voilà, et donc on le récolte. Et donc, quand on revient sur ce label, donc le label Juste Prix n'existait pas, évidemment, hein, au moment où on a commencé. Puis par la suite, je suis rentré administrateur au POB, donc à la promotion d'orge de brasserie Région Wallonne, qui est une ASBL, pour promotionner l'orge de brasserie. Donc on m'avait demandé de participer et de donner un peu l'avis des brasseurs pour essayer de relancer la filière orge de brasserie en Wallonie. Et à ce moment-là, on disait, ben oui, Wallonie ou Belgique, c'est un peu la même chose parce que nous sommes une bière belge. Et à l'époque, je leur disais que s'ils voulaient que ça fonctionne, il faudrait faire un label, quoi, parce que demander à un brasseur, à des gros brasseurs, d'acheter finalement un malt plus cher, même si on leur démontrait que finalement, pour le consommateur, c'était que quelques cents, mais pour une moyenne brasserie, ça peut représenter peut-être 100 000 € de coûts supplémentaires en fin d'année, et donc quelquefois, ils préfèrent les garder pour faire autre chose. Donc, c'est ça que je leur ai dit, le seul moyen de promotionner l'orge brassicole, donc c'est d'abord de pousser les brasseurs à en acheter du belge, et donc un label était nécessaire, quoi. Et donc il y a eu un premier label qui avait été fait à l'époque, Terra Brou, mais qui avait été principalement initié par la malterie de Belleuil, qui normalement devait se faire avec toute l'équipe du POB. Et puis, c'est dans ces années-là qu'est arrivé le Collège des producteurs et que finalement, il y a eu la main à ce niveau-là pour le label Juste Prix. Et donc, un label, c'est très bien, mais ce qui est très important, c'est de communiquer sur ce label. C'est pas le tout. Il faut donner beaucoup d'explications, évidemment, aux consommateurs, mais il faut surtout le promotionner. Et donc, la PAC-W, la région Wallonne, a certainement un rôle à jouer à ce niveau-là. Parce qu'un consommateur, OK, vous pouvez faire un micro-trottoir et je ne pense pas qu'il y en a tant que ça qui sont au courant de ce label Juste Prix. Et encore une fois, moi, en tant que brasseur, j'ai rejoint le label parce que si ça permet de soutenir l'initiative, parce que je trouve ça qu'elle est vraiment dans le bon, je le fais. Mais il faut savoir que dans le domaine de la bière, le consommateur, contrairement à du fromage ou de la viande et tout, c'est que la marque de la bière
a souvent beaucoup plus d'importance. C'est-à-dire que le consommateur qui choisit nos produits, il est choisi parce qu'il est d'Elzel et qu'il veut boire une cantine, ou il choisit la cantine parce qu'il aime bien la bouteille en bouchon mécanique, ou bien parce qu'il trouve qu'elle a du corps et que c'est le type de bière qu'il aime. Et donc, avant d'arriver sur ce fameux label Juste Prix, il y a déjà toute une possibilité de différenciation et de possibilité de vente pour les brasseurs. Et donc, le Juste Prix, ce label, il n'a souvent même pas la possibilité de le mettre sur l'étiquette, parce que les étiquettes de bière, c'est tout petit. Il n'y a pas toujours la place. Il faut savoir qu'il y a déjà plein de logos obligatoires par la loi qu'on doit mettre. Et donc, finalement, à un moment donné, vous ne savez plus rien mettre sur cette étiquette. Maintenant, on nous oblige, et je ne critique pas ce sens-là, mais on nous oblige de mettre la qualité nutritionnelle de la bière, l'énergie et tout. On connaît très bien, c'est encore une donnée supplémentaire à mettre sur l'étiquette. Et donc, voilà. Donc, nous, actuellement, on est occupé de réfléchir comment communiquer avec le label. Donc, on le fait principalement via Facebook et via nos réseaux sociaux et via le site Internet. Je pense que déjà comme ça, c'est pas mal. Et puis, par la suite, on verra sur les étiquettes de bière, mais on peut, sur les colis cadeaux, ce genre de choses, communiquer sur ce label. Donc, voilà, ça, c'était un peu l'objectif. Et donc, voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions ou... Merci pour le témoignage. Voilà, je ne sais pas si certains participants ont des questions. Non. Si vous en avez, faut activer votre micro, hein, sinon on ne vous entend pas. Bon, il n'y a pas l'air d'en avoir pour l'instant. Alors, je propose qu'on passe à Monsieur Feutry, à son témoignage, et comme ça, on terminera par une séance de questions-réponses globale. Voilà, Monsieur Feutry, nous vous écoutons. Ah, par contre, on ne vous entend pas. Votre micro est activé, mais... Je ne sais pas. Ah. C'est mon épouse qui gère, hein. Je ne suis pas un pro de l'informatique. On vous entend. Ah. Si vous réactivez le micro, on vous entend normalement. Voilà, là on vous entend. Ok, bonsoir. Bonsoir. Voilà. Bonsoir à tous. Ben voilà, je suis un peu arrivé en retard parce que bon, on a eu des vélages, mais enfin, soit voilà. Ben voilà, je me présente, je suis agriculteur à Exkelm, donc un petit village le long de l'Escaut. Et c'est un peu, je rejoins un peu M. Delcoigne quand il dit on fait ça pas par sympathie, mais pour faire avancer un peu le projet. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec lui aussi. Il faut communiquer, 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 quoi. Ce que je disais une fois en boutade, je dis on a le savoir-faire, entre guillemets. On n'est pas plus malin que quelqu'un d'autre, mais il faut le faire savoir, quoi. Donc, nous, ici à la ferme, maintenant que le Covid, c'est un peu compliqué, mais on fait pas mal de portes ouvertes et voilà, quoi. Donc, je trouve que l'important, c'est de montrer ce qu'on fait, ne pas avoir peur on n'a rien à cacher. Bon, que des choses qui vont moins bien, il faut le dire aussi. Et comment dire, et alors ce qu'il faut aussi, c'est essayer d'avoir peut-être un peu plus de solidarité entre producteurs. Mettons que les gens qui font du détail en pommes de terre, peuvent se dire, voilà, on fait à peu près plus ou moins le même prix, ne pas casser les prix, parce que alors les gens vont dire, ah, mais chez votre voisin, c'est beaucoup moins cher, alors que la qualité est la même, quoi. Donc ça, c'est important aussi. Et alors, donc nous, on a fait une chambre froide il y a 2 ans pour conserver les pommes de terre. Allez, je ne m'attendais pas à ce que le CIPC soit supprimé, mais c'était dans mon esprit un peu de l'avoir les plus saines possibles et conserver les pommes de terre le plus longtemps possible, quoi. Et alors, on a un élevage blanc-bleu, donc vache allaitante, veau sous la mer, et on essaye de vendre tout ce qui est vache à un boucher local. Donc je dis, il ne faut pas nécessairement faire une boucherie à la ferme, il faut aussi penser, notre boucher, il y a un repreneur, un jeune repreneur. Donc il faut se dire, il ne faut pas toujours faire le métier d'un autre non plus, quoi. Il faut rester un peu cohérent. Et donc ne pas avoir peur surtout de parler et de dire, voilà, quand il y a quelque chose qui ne va pas, on le dit, quand ça va bien, on le dit aussi, quoi. Donc ici, on est prêt à passer le relais à un de mes fils, quoi.
parce que le gros souci qui va venir, je crois, ça va être le manque de jeunes, et surtout, enfin, je ne sais pas dans les autres régions, mais d'une autre côté, ben, des naisseurs, il n'en aura presque plus. Beaucoup de gens ont arrêté l'élevage et tout ça, ils se mettent à faire de l'engraissement, mais il ne faut pas oublier que voilà, pour avoir des bêtes à engraisser, il faut des veaux 2 ans avant, quoi. Donc, il faut surtout essayer de faire passer l'info. Il faut soutenir les jeunes au maximum au niveau de, je ne sais pas de quel organisme, quoi, mais donc ça, c'est très important aussi, quoi. Et je vous dis, bon, ben voilà, la démarche collège, c'est à féliciter, quoi, hein. Malheureusement, il n'y en a pas. On est des petits maillons face à l'agro-industrie et tout ça, mais il ne faut pas avoir peur de se battre et voilà, de rester positif, quoi. Maintenant, je ne sais pas si je peux encore rajouter quelque chose. Et je vous dis, l'important, c'est de montrer, ne pas avoir peur d'ouvrir nos fermes, hein, parce que beaucoup de gens sont carrément déconnectés. Ils voient un grand hangar, ils se disent, ah, c'est de l'industriel, on fait du n'importe quoi, alors que, ben, voilà, dans la majorité, ben, les gens travaillent correctement et voilà. Et alors, ce qu'il faudrait aussi, c'est essayer de rester le plus indépendant possible, quoi. Peut-être rester un peu plus petit, mais encore être maître chez soi, quoi, je vais dire, entre guillemets. Mais le gros souci, ben voilà, c'est pas facile de rester présent en étant pas très, en ayant pas des très grosses fermes, quoi. Mais pour moi, il y a moyen encore de faire quelque chose, quoi. Voilà, je ne sais pas si je peux encore rajouter quelque chose. Au niveau du label Prix Juste, vous êtes labellisé pour les pommes de terre et pour la viande? C'est surtout donc oui pour la viande aussi, mais ça disons qu'il faudrait que je revoie avec Monsieur Men parce que je vous dis c'est en partenariat donc avec un boucher local. Donc lui il est tout à fait prêt, il ne demanderait pas mieux aussi. Donc je ne sais pas si là il y a une autre démarche à faire, quoi. Mais parce que ça, la viande, elle n'est pas vendue. Donc voilà, on conduit le bétail nous-mêmes à l'abattoir de René. Enfin ici, hein, il est en travaux, donc on va aux Zottegem. Mais donc on accompagne les bêtes vraiment jusqu'au bout. Après, ce boucher, il travaille un peu à l'ancienne. Il laisse ses bêtes pendre pendant une quinzaine de jours en frigo pour avoir une qualité justement meilleure, quoi. Mais pour maintenant, je vous dis, c'est surtout les pommes de terre, ça, on les vend à la ferme, quoi. Mon épouse, elle fait un peu de chicon de terre aussi également entre deux, et quelques légumes du surplus du jardin, quoi, en saison, quoi. Mais voilà, donc moi je trouve que c'est un projet à défendre et essayer d'avoir le plus de personnes possible qui y adhèrent. Ça, c'est pas évident, hein. Voilà. Ouais. Ok. Et Monsieur Méné, justement, est-ce que un producteur, ben voilà, qui produit de la viande et qui la vend à son boucher, est-ce que la viande peut être labellisée Prix Juste Oui, ou tout à pas? fait. Il y en a déjà plusieurs qui sont labellisés. Ça pose pas de problème en soi, juste que ben voilà, donc on vérifie la traçabilité. Et quelque part, voilà, donc c'est pour ça que la convention est importante et se veut, comment je vais dire, assez proche de l'usage que l'on va faire, aussi bien de la communication, mais aussi bien des produits. Quelque part, moi, j'interdirais le boucher, s'il prend toute la viande chez vous, OK. Par contre, il ne peut pas communiquer, enfin, s'il utilise la viande de porc et autres, il faut bien qu'il fasse la différence. Je ne veux pas qu'il mette le label Prix Juste sur tout, en sachant très bien que voilà, il y a peut-être qu'une partie de la viande, ou si c'est la majorité, ben, voilà, je pense qu'il doit scinder un peu les origines de viande, si elles sont différentes. Mais ce n'est pas impossible à faire. Et on l'a. Et puis on a des outils de communication qui sont disponibles, hein, que l'on peut mettre à disposition des bouchers et autres. Et, il y en a plein. Je vous enverrai d'ailleurs, M. Feutry, ce qu'on a comme outil. Et je pense que ça pourrait l'intéresser. Ouais, c'est tout à fait faisable, oui. Ok, merci. Je ne sais pas du coup s'il y a des questions par rapport à l'intervention aussi bien de Monsieur Méné que de Monsieur Feutry ou de Monsieur Delcoigne. Moi, j'avais encore peut-être une question par rapport au label. Du coup, un transformateur, enfin j'imagine que c'est le même cas que le boucher, mais un transformateur, par exemple, admettons un boulanger qui ne produit pas ses céréales lui-même, mais qui travaille avec de la farine Prix Juste, est-ce que le pain qui en ressort peut être labellisé Prix Juste? Il pourrait, oui. Oui. Oui.
Même si le boulanger n'a pas de numéro de producteur en tant Non, que... tout à fait, mais quelque part, c'est là l'intérêt de la convention. La convention, c'est, comment je veux dire, on délègue le droit d'utilisation du label. En fait, quelque part, c'est le producteur qui sera labellisé, donc le producteur de céréales et de la farine et autres. C'est lui qui est labellisé, mais quelque part, au travers de la convention, on délègue l'utilisation ou la communication par rapport à comment je veux dire, à la labellisation du producteur, quoi. Ok. Donc, c'est un peu pour ça que ce document-là est assez important et qu'on veut absolument qu'il soit signé, mais c'est tout à fait faisable. Ok. En sachant aussi que lui ne doit pas communiquer, évidemment, comme toute la boulangerie, soit très juste si il n'utilise que sa farine que pour faire un pain, quoi, ou une catégorie de pain, quoi, par exemple. Donc là, c'est évidemment la différenciation que l'on met. Oui, et c'est à ce moment-là le pain en tant que tel qui peut être labellisé. Tout à fait, oui. Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait des questions? Oui, moi j'ai une question. Je suis Christine Delcroix. On produit des produits laitiers et on est actuellement en conversion bio. En fait, on a commencé notre production de produits laitiers il n'y a pas très longtemps et c'est pas facile en fait pour nous de fixer nos prix. Notamment parce qu'on n'a pas encore beaucoup de recul sur notre transformation et donc on ne connaît pas encore les prix globaux de la consommation d'énergie, la consommation d'eau et toute une série de choses comme ça. Est-ce que dans le cadre du prix juste, il y a aussi une aide à nous aider à calculer ces prix-là? Oui, tout à fait. Ça fait partie aussi du service que l'on offre. Mais oui, mais je pense que c'est important justement parce que voilà, vous êtes loin d'être la seule et je pense que bon nombre de producteurs ne connaissent pas leur coût de production. Et je pense que pour moi, si déjà rien que le label pouvait déjà rien qu'à servir à ça, ce serait déjà quand même pas inintéressant. Mais oui, on peut vous offrir une aide à ce niveau-là, oui, sans problème. Ok, super. Merci. Et alors, on n'a pas... Enfin, je ne pense pas que vous en ayez parlé dans votre présentation, mais au niveau coût, qu'est-ce que ça représente de se faire labelliser? Ben, pour l'instant, je n'ai pas parlé parce qu'on a encore fait payer personne. Justement, jusqu'ici, on a encore fait ça sur fonds propres. Okay. Maintenant, voilà, en fait, j'en ai pas parlé parce qu'il y a aussi une étude. En fait, on a demandé une étude auprès notamment, je ne sais pas si vous connaissez l'organisme Gondola, qui est aussi, je vais dire ça comme ça, comment je vais dire, l'analyste, enfin, ce sont tous experts analystes de la distribution, que ce soit grande, moyenne, etc., tous les étages. Donc, eux, ils sortent le magazine. C'est eux qui font, par exemple, aussi le baromètre des tendances, aussi bien de consommation et autres, ou de vente au niveau de tous les magasins en Belgique. Donc, on est en train, justement, parce que allez, moi, je le dis concrètement, par rapport à notre évolution actuelle, je pense qu'on va devoir faire des choix au niveau du label pour son évolution future. Parce que, voilà, je vais parler tantôt, enfin, tout à l'heure, de différents canaux de distribution. Mais pour moi, il y a des attentes qui sont totalement opposées. Plus l'acteur est gros, aura des attentes totalement différentes par rapport à un franchisé, par exemple, ou par rapport à un petit commerce de proximité. Et c'est là que moi, je commence à avoir des limites. C'est que quand je vois même un producteur qui a un magasin à la ferme, ses attentes sont vraiment pas du tout les mêmes que, je veux dire, évidemment, la grande surface ou des jeunes franchisés. Et donc, voilà, est-ce que le label va pouvoir justement plaire à tout le monde? J'en sais rien. Et c'est là que je me pose la question. Est-ce qu'il va pas falloir faire des choix par rapport au canal de distribution où on essaye de tout faire, mais en général, vouloir contenter tout le monde, c'est en fâcher certains aussi. Donc, c'est pour ça qu'on a ici demandé une étude. Donc, j'espère aller en avance dessus et j'espère que début mars, on aura déjà les grandes lignes pour le développement futur du label, au fait. Donc, c'est quelque chose qu'on est en train de faire en partenariat avec eux et qui me semble important pour essayer de s'attacher au mieux par rapport aux demandes du marché et prioriser les marchés qui sont le plus directement, je vais dire, touchables par rapport à cette dynamique de l'équitable, quoi. Donc, c'est vraiment là-dessus, enfin, c'est quelque chose que j'attends avec impatience, qu'on est vraiment ici, je pense, pour moi, une croisée des chemins. Donc, voilà, on va devoir faire ces choix. Ok.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, peut-être. Moi, je me demandais, donc vous parliez tout à l'heure des coopératives. Est-ce que, par exemple, si une SRL de 3 ou 4 agriculteurs, s'ils vendent en circuit court, dans ce cas-là, quel serait pour eux l'intérêt de se faire labelliser? Je pense que l'intérêt, ça dépend s'ils ont besoin de nouveaux débouchés ou pas. Je pense que nous, on peut offrir certainement, bon, je dis de manière toute relative. Je sais qu'on n'a pas on n'a pas une puissance de feu, on n'est pas sur le JT, on n'est pas sur une publicité. Mais on peut donner une visibilité, on peut aider à trouver des débouchés parce que bon, voilà, maintenant, on a beaucoup de demandes, que ce soit des franchisés ou des gens qui recherchent des produits, qui recherchent de ci ou des filières qui veulent se lancer et qui cherchent aussi d'autres. Donc ça peut être intéressant. Après, je pense que ça dépend de chacun. Je trouve que moi, évidemment, plus on risque de mettre le label et cette dynamique-là en avant, ben, ça fera évidemment, plus on va en parler, donc c'est positif pour tout le monde. Après, je ne pousse personne à le faire. Je pense que voilà, ça dépend de chacun. Et si ce sont des valeurs, je pense que voilà, un producteur, c'est quand même des valeurs qu'il essaye d'aller chercher, même s'il transforme un produit, c'est aussi de toute façon pour aller chercher un peu de valeur ajoutée. Donc, pour moi, ça reste une opportunité de le faire. Maintenant, c'est clair et net que pour eux, dans ce cas-là et dans le circuit court, je ne vais pas avoir un impact énorme là-dessus, je suis tout à fait réaliste. Mais après, le jour où ils ont besoin d'un débouché ou des choses pareilles, ben, je pense que voilà, nous, on essaiera aussi, avec nos moyens en tout cas, de mettre les produits en avant. Mais je suis le premier à le dire, ça reste encore limité et on le fait avec nos moyens. Donc, c'est pas. Et j'espère qu'un jour, ça va changer. Et c'est pour ça aussi qu'on fait cette étude, parce qu'aussi, on vise aussi le développement du label, mais aussi bien les budgets qui sont alloués. Et donc, voilà, on a aussi en recherche de budget à ce niveau-là pour avoir une communication conséquente, mais on veut savoir aussi combien ça coûte aussi la communication. Ce sont aussi voilà, toutes des choses que nous, on n'est pas experts là-dedans. Eux sont des experts dans leur domaine, aussi bien marketing et ce genre de choses. Ils ont toutes ces visions-là et bien mieux que nous, et ils connaissent le secteur de la distribution bien mieux que nous. Donc, je pense qu'une fois qu'on aura cette analyse-là, ce sera une force pour pouvoir répondre aussi à ces questions-là. Mais maintenant, voilà, je suis plus dans une croisée de chemin où je me suis posé beaucoup de questions et c'est pour ça qu'on a on a mobilisé un budget pour ça. Mais voilà, pour eux, évidemment, ça n'aura pas un impact énorme. Mais le tout, voilà, je pense que déjà, cette la démarche est pas mal. Après, voilà, si moi je suis en contact avec des gens et je peux les mettre en relation, ça fait partie aussi de notre travail. Mais on ne peut pas encore toucher tout le monde, on n'a pas encore cette aura-là. Et bon, voilà, je pense qu'on vit avec nos moyens et on vit aussi avec nos ressources humaines. Et voilà, je veux dire, si on arrive à engager une personne ici, on serait déjà content. Mais on fait de notre mieux en tout cas. Donc voilà. Merci. Merci beaucoup. Voilà, est-ce qu'il y a encore éventuellement l'une ou l'autre question? Oui, vos moyens sont les ceux de la région Wallonne. On ne vous comprend pas bien. Est-ce que vous pourriez répéter? Les moyens de l'association Juste Prix sont une subvention de la région Wallonne. Les moyens, d'où ils viennent? Quels sont vos moyens? Nous, c'est clair, on est subventionné à 100% par la région Wallonne. Maintenant, voilà, quelque part, il faut aussi être, allez, je vais être tout à fait franc, dépendre du public, ça aussi, c'est frein. Donc, on recherche aussi, clairement, pour moi, à s'affranchir aussi de ces subventions typiquement wallonnes, parce que ça a des freins dans le développement du label aussi, des contraintes qui sont parfois très grandes. Donc, voilà, on a des pistes, en tout cas, pour des financements importants. Mais voilà, je n'en dirai pas. Et pour l'instant, ça reste encore sous couvert de beaucoup de négociations et de choses à faire. Mais il y a des choses qui bougent. Mais c'est clair que pour l'instant, c'est sous le budget de la région. Nous, on est subventionnés à 100% par là-dessus. Et c'est pour ça qu'on n'a encore fait payer aucune cotisation et autres, et qu'on ne le fera pas tout de suite. C'est pas notre... Et nous, notre but au départ, c'était vraiment de mettre ce label-là à disposition des producteurs. On ne veut pas. Maintenant, voilà, il faudra certainement un jour peut-être participer à la communication de celui-ci, etc. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Et je pense qu'il faut encore qu'il se développe et il faut qu'on travaille absolument sur la communication,
que pour pouvoir... Moi, je veux dire, je fonctionne un peu comme ça et je pense que je ne peux que remercier les gens qui ont demandé le label et je me sens redevable vis-à-vis de ces gens-là que pour leur donner un impact positif par rapport à ce que eux ont consacré comme énergie ou ce qu'ils mettent en avant en tout cas. Donc, je me sens redevable. Donc, si je sais à la fois leur trouver des bouchées et si demain j'ai des budgets pour faire des campagnes de communication là-dessus et si, parce que bon, c'est pas si simple que ça dépend pas que de moi. Bon, on parle de la PAC W. La PAC W, ça fait, allez, nous, on participe au plan de promotion chaque année. Mais voilà, entre, je veux dire comme ça, la mobilisation des budgets et l'adéquation de la dépense du budget pour qu'elle arrive et qu'elle soit, comment je vais dire, bien je veux dire, justifiée ou perçue par rapport aux entreprises qui cotisent et autres, c'est pas évident. Hein. Donc, je veux dire, surtout que maintenant, ils bénéficient, et là, à un bien ou un mal, ben, je veux dire, leur financement diminue aussi. Ils vont chercher des budgets de l'Europe et les budgets de l'Europe imposent des contraintes aussi en termes de communication. Alors, pour moi, malheureusement, on s'écarte un peu de l'objectif premier qui était de mettre en avant les produits des producteurs. Je veux dire, en passant par les budgets européens, ça met un frein à cette communication typiquement, je veux dire, origine, régionale et autres. Donc, ce sont aussi des choses qui sont aussi très difficiles. Nous, on se bat voilà, pour faire passer ce message-là, mais je veux dire, voilà, je ne dis pas que la PAC W fait un mauvais travail, mais je pense qu'il y a des choses à améliorer et concrètement, pour arriver en tout cas à ce qu'on arrive à toucher et à mettre en avant vraiment les produits, je veux dire, qui se font produits ici et pas faire une communication généraliste sur les produits wallons. Et donc, voilà, ce sont aussi des choses sur lesquelles on travaille, mais voilà, je vous dis, on a beau y mettre beaucoup de volonté, on n'est quand même pas tout seul à tout décider. Et puis, ça reste, voilà, le public, ça reste aussi une petite part du politique aussi. Et donc, c'est à nous de se faire entendre dans ce domaine-là aussi, mais c'est pas, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Voilà. Merci. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pardon. Si je peux, enfin, je sais Oui, pas si oui, allez-y. quelque chose à dire. Moi, je voudrais revenir vers Hervé. T'entends pas, Hervé? Oui. Oui. Ah. Attendez, je vais couper la vidéo. Ouais. Hervé. Oui, donc on a mis des pompes à museau. Là. Ouais. Il y a eu tout un programme de fait. Pompe à museau depuis 3 ans, dans les ruisseaux, c'est 0. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait avec? Mais donc, ce qu'il faut bien se dire, c'est que bon, ce projet, c'est donc un projet que le parc naturel, je pense, avait mis en place en 2010, je crois. Donc moi, je l'ai repris en 2011. Je suis totalement d'accord avec toi. L'idée des pompes à museau, c'est ce que j'ai dit dans ma présentation. Bah, ici, les années sèches, c'est sûr qu'il y a un souci à ce niveau-là. Mais le but premier et l'idée générale de ce projet-là, c'était de remédier à des problèmes d'accès aux cours d'eau par le bétail. Ça, c'était le but. Maintenant, la solution des pompes, j'en conviens bien, c'était peut-être pas la meilleure des solutions. Voilà. Et autre chose, vis-à-vis tu as parlé du tassement des sols et tout ça, enfin de la structure du sol. Ouais. Et je sais pas, vous avez contact parfois avec des firmes qui font quelque chose pour ça ou parce qu'il y a des firmes qui, enfin, des firmes privées. Bah oui, des privés, oui, forcément, des firmes voilà. qui font qui essayent de faire l'amélioration du sol. C'est prouvé, scientifiquement prouvé par Jean Blou et tout. Oui, tout à fait. Ouais. Oui, si, si, on a des contacts. Maintenant, voilà, nous, on doit rester avec un message assez neutre parce que voilà, on vit aussi comme le collège. C'est commercial, oui, ça c'est clair. Voilà, c'est commercial, donc on dépend aussi de subsides de la région wallonne. Donc voilà,
quand on doit trouver un intervenant, on doit faire attention aussi de ne pas travailler, de ne pas prendre parti vis-à-vis d'une firme ou l'autre, de prendre un intervenant neutre et qui ne va pas venir faire de la pub. Voilà. Mais je conviens très bien que oui, il y a des firmes, je suis tout à fait d'accord avec toi, j'en connais aussi, qui travaillent sur cette thématique-là. Ouais. Et c'est prouvé. Donc, enfin, c'est prouvé. Oui, je sais. Je vois Scientifiquement très bien prouvé. ce que tu veux dire. Ouais. Je sais très bien. Ouais. Mhm. Enfin, voilà. Merci. Dire ça. Ouais, mais après, voilà, c'est pas des choses comme ça. Nous, au niveau du parc, voilà, tu es sur Wodec, donc on dépend de la commune d'Elzel. Faire remonter des fois des infos comme ça venant des agriculteurs, les faire remonter au niveau de la commune, au niveau des chemins de l'agriculture et tout ça, eux, ils ont aussi un poids dans les décisions de entre guillemets ce qu'on peut faire au parc. Il y a un CA et tout. Donc, parfois, c'est bien aussi d'avoir l'appui des agriculteurs via les communes. Ouais. Voilà. Il n'y a aucun souci. C'est pour ça que je suis là. Ben voilà, je sais très bien, mais j'aime bien de rappeler aussi que il faut des fois aussi faire remonter l'info aux communes pour avoir peut-être un peu la liberté de faire un peu ce qu'on veut, quoi. Voilà. Ok, ça va. Merci. Merci aussi. Voilà. Est-ce qu'il y a encore éventuellement une dernière question? Non? Ok, bon, bah alors on va pouvoir clôturer ici. En tout cas, je tenais à remercier beaucoup nos 3 intervenants pour leur témoignage et leur présentation de qualité. Si Monsieur Méné est d'accord, on transmettra la présentation PowerPoint aux participants, si ça ne pose pas de problème. Non, aucun problème. Ok, super. Donc on vous enverra par mail dans quelques jours la présentation PowerPoint. Faut savoir aussi qu'ici la visio a été enregistrée. Donc si jamais vous voulez revoir certains passages ou certaines explications ou quoi aux caisses, on vous enverra le lien aussi. La visio sera mise sur YouTube. Et alors, on en profite aussi pour vous annoncer la prochaine vidéoconférence qui aura lieu donc le 11 mars à 19h45 aussi en visio. Et là, ça portera sur la transmission des exploitations agricoles. Et c'est la FUGEA qui viendra présenter le sujet. Donc voilà. Sur ce, merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée aussi. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Merci. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Salut Vincent. Bonne soirée.